Hum, Bonsoir, l'amour de tu sais bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Leïla. Alors. Bonsoir tout le monde. Du coup, bonsoir Kimchi, bonsoir tout le monde. Merci d'aimer le live, merci de le partager, de le republier pour ramener du monde. Aujourd'hui, le sujet, il est assez simple, assez direct, c'est les attaques dans les rêves. Du coup, cette semaine, j'étais pas très disponible, assez occupé. Bonsoir Kimchi. Et en gros, là, il est vraiment question de reprendre les bonnes habitudes, de reprendre un rythme de live régulier. Donc, on va parler des attaques dans les rêves. Si vous avez des partages à faire, n'hésitez pas en commentaire ou me demandez-moi à monter, je vous ferai monter. Surtout qu'en plus, pour Leïla, Kimchi, l'amour de c'est bien, je sais que vous êtes des gens sérieux, donc j'aurai pas de problème à vous faire monter si vous faites la demande. Du coup, les attaques dans les rêves. Les attaques dans les rêves, en vérité, c'est quelque chose de très courant. Ça se passe assez régulièrement. Les gens sont tout simplement régulièrement attaqués dans leurs rêves pour un certain nombre de raisons. Est-ce que, en commentaire, bonsoir à toi Drinker, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à toi Youm, effectivement. D'après vous, est-ce que vous auriez des idées de pourquoi est-ce que les attaques dans les rêves se produisent? Parce que bien sûr, l'idéal, c'est que j'explique des choses, mais également que on interagisse. C'est important, ça permet une compréhension. Ah, tu vas pas dire longtemps, pas de soucis, Kimchi. Bonjour à toi, les kékés. Enfin, bonsoir à toi, les kékés. C'est vrai que si on te... En fait, faut comprendre un truc important. J'ai l'impression que quand je dors triste ou énervé, on se fait attaquer en rêve. Oui. En fait, le monde des rêves, bon, quand tu dors, quand un être humain dort, en vérité, il n'est pas toujours dans l'astral. Parce que ça, c'est une erreur. En fait, comme vous voyez, il y a des phases de sommeil. Il y a des phases où les corps subtils, quand quelqu'un dort, en fait, les corps subtils, ils sont comme une poupée russe qui se déboîte, vous voyez. Ça se désassemble momentanément. Et la conscience, l'énergie va osciller entre différents plans en fonction des phases de sommeil et de l'état intérieur. C'est-à-dire que c'est comme ça que le tout se régénère et se restructure. Ça, je pense on va tous comprendre un peu cette base-là. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Il faut comprendre que si vous dormez énervé, triste ou dans la peur, vous allez vous faire attaquer. Pourquoi? Au début, quand on dort, on est d'abord dans ce qu'on appelle le plan spirituel, le plan de l'imagination. C'est pour ça que, en fait, comment reconnaître le plan spirituel pour connecter une certaine énergie? Exactement, Kimchi. En fait, on attaque les gens dans les rêves de manière, enfin, pour certaines raisons, d'accord? Premier cas, c'est un sort. Quelqu'un veut t'affecter en rêve, il veut t'influencer, te perturber. Et pour te lancer un sort, pour te perturber, effectivement, tu vas avoir des attaques dans les rêves. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, il y a des gens que vous allez voir des... En fait, c'est-à-dire que ça ne sera pas forcément un sort offensif, c'est quelqu'un va venir vous observer dans vos rêves. C'est-à-dire que quelqu'un à qui tu ne parles pas, tu sais, ça peut être un collègue, ça peut, ça peut être un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, mais bizarrement tu rêves de lui. Dans le rêve, il t'observe ou je ne sais pas. C'est-à-dire que l'inconscient a une capacité à savoir s'il est observé. Même à distance. Si quelqu'un fait de la voyance sur toi pour voir où est-ce que ce que tu fais, ce que tu en es, etc. ou autre, tu vas le percevoir, tu vas le sentir, d'accord? C'est un peu comme ça que les choses se produisent. Bonsoir Tolumra. Les choses se produisent, on va dire, de cette façon-là. Donc, les états émotionnels ont de l'importance, d'accord? C'est-à-dire que si vous vous endormez dans un état émotionnel instable, ce qui va se passer, c'est que, naturellement, vous allez être victime d'attaque. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'avant de dormir, c'est important de, de vous calmer. Par exemple, il y a une parabole de Jésus dans la Bible. Je rappelle que moi, je ne lis pas la Bible comme un croyant, je lis la Bible comme un texte en filigrane, d'accord? Il dit quoi? Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. C'est très vrai.
En ce sens que si tu es en colère, ton champ est instable. Et ça veut dire qu'il est ouvert. Et quelqu'un qui vibre sur un champ similaire pourra non seulement t'attaquer ou venir directement te ponctionner. Alors, alors, merci pour la publication, merci pour les j'aime. Mon beau-frère m'observait en rêve trop chelou en mode incruste. Il était là en spectateur. Très bien. Alors, faut savoir que oui, les gens peuvent vous observer en rêve. Hein. En fait, imaginons que quelqu'un va voir un praticien ou qu'il le sait le faire lui-même, il se projette pour voir votre structure énergétique à distance, faire de la vision à distance, tout ça, faire de la voyance. Vous allez le voir dans votre rêve. Hein. Même si la personne ne veut pas vous faire du mal, vous allez la voir. Parce que, normalement, enfin, surtout si vous vous rappelez de vos rêves, bien sûr, parce que l'inconscient, lui, il capte les moindres variations, d'accord? Ça fait qu'on peut facilement savoir si quelqu'un, il nous observe. Ça, c'est déjà une chose. Quelqu'un qui va vous observer en rêve, s'il est mal intentionné, son objectif, c'est quoi? C'est littéralement de vous observer, de prendre de la data. Parce que concrètement, s'il veut vous lancer une attaque, il doit d'abord savoir comment lancer cette attaque efficacement. Donc, il vous observe. Ce n'est pas forcément vous-même qui l'observe en tant que tel. C'est votre énergie. C'est vos défenses. C'est les alliances avec lesquelles vous êtes. C'est tout ça que la personne lui observer, en fait. Elle vient de se faire un plan pour savoir comment est-ce qu'elle peut vous atteindre. Donc, souvent même, avant qu'une personne te lance un sort, tu vas la voir en rêve. C'est pour ça qu'il faut apprendre à noter ses rêves, à s'en rappeler, faire des rêves lucides et ce qui va avec. Ensuite, quand la personne a réussi à avoir les informations dont elle avait besoin, elle va pouvoir passer à la phase offensive. Très souvent, la personne ne va pas directement venir t'attaquer. Ça va être que tu vas rêver, c'est-à-dire que si t'es pas lucide, ben, tu t'en rappelleras pas, mais en gros, tu vas rêver que la personne va venir, oui, te parler, va vouloir te proposer quelque chose, je sais pas, te proposer un business, te proposer à manger, etc. En fait, c'est tout un pattern, d'accord? La personne, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Comprenez bien que l'énergie interagit, d'accord? Mais c'est-à-dire c'est un peu comme différentes étapes. Si je prends l'exemple le plus bête, je prends une poêle à frire, je la mets sur une plaque induction ou en tout cas sur une gazinière. Avant que l'huile dedans se mette à sauter, il va se passer des choses, on est d'accord. Au début, ça va chauffer, l'odeur va se faire sentir. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'énergie, c'est progressif. La personne ne t'attaque pas frontalement, pas forcément parce qu'elle ne peut pas le faire, ou que ce n'est pas son objectif, mais parce que il faut qu'elle réussisse à établir un contact énergétique suffisamment stable. D'où le fait qu'elle pourrait venir te demander d'accepter quelque chose en rêve. Si t'es pas lucide, tu vas accepter, et donc ça veut dire ça ouvre le canal. Ça, c'est un peu c'est dans cette logique-là. Mais c'est aussi souvent pour baisser ta vigilance. Ça peut juste être que tu fais un rêve, que par exemple, une amie, un collègue, que tu n'as pas parlé depuis longtemps, tu le vois en rêve. Et par exemple, je sais pas, vous faites les boutiques ensemble, vous discutez ensemble. C'est ce qui permet de distinguer l'attaque du simple contact, mais c'est toujours à observer. C'est votre intuition, votre ressenti. Si tu te réveilles, tu te sens mal à l'aise, tu te sens, bonsoir à toi Brooke, tu te sens, on va dire, ouais, comme vidé, etc. C'est des signes que non, c'était pas un bon rêve, c'était pas une bonne interaction. Donc faites attention à votre état au réveil. Si tu te sens fatigué au réveil, si tu te sens confus, si tu te sens mal à l'aise, etc. C'est des signes. Ça peut être juste un message. J'ai des prémonitions en rêve. Effectivement, en fait, ça peut être juste un message, mais encore une fois, je précise que c'est ton état intérieur qui va te dire si c'est un message ou si c'est une tentative de t'influencer ou de percer tes défenses. Bien évidemment, je rappelle, collègue enceinte, collègue qui signe un chèque, collègue qui divorce. C'est possible que ce soit des prémonitions parce que vu que tu es à côté d'eux et que vous interagissez, tu peux percevoir leur champ plus facilement. Je me suis réveillé en palpitation, j'ai attaqué des gens qui voulaient prendre mon neveu. Ah bah, c'est-à-dire que les palpitations que tu avais, c'est le fait que tu as fait un effort énergétique et ton corps te le manifeste, ton corps physique. Faut comprendre que dans le cas où quelqu'un va attaquer, ça n'est jamais au hasard. Il sait qu'en fait, il observe sa cible. Il voit par quelle voie il peut passer. Et après, quand le contact énergétique est suffisant, il peut tout simplement, on va dire, passer à l'offensive. Au fil du temps, c'est instinctivement le sens du rêve. Exactement. Ça vient avec le temps, ça vient également avec l'étude et la pratique.
Mon fils est arrivé qu'on m'a kidnappé et ensuite j'ai fini par fuir. Ça veut dire que des gens... Ah, parce qu'il y a une petite précision à faire. Il y a une différence dans le mode opératoire entre les gens de votre famille, vos collègues et vos amis. Quelqu'un qui est de ta famille a ton sang. C'est-à-dire qu'il va pas passer par toutes les mêmes observations. Hein. Il va pas nécessairement venir t'observer en rêve ou essayer d'interagir avec toi. Non, non, non. Il a ce qu'on va dire un contact direct déjà. Donc c'est pour ça que souvent vous allez faire des rêves de membres de la famille ou de ce qui se rapproche de la famille, donc le pays de votre d'origine ou je ne sais pas, où on vous poursuit, on vous attaque en rêve, où on vous combat en rêve. Parce que justement, les gens ont déjà le point d'accès. La connexion est déjà établie. Donc ils peuvent déjà interagir avec vous. C'est aussi pour ça qu'on dit que ce sont des gens de ta famille qui ouvrent le canal. Mon fils rêve, pour qu'on attaque, rêve beaucoup par procuration, c'est bizarre. Il y a un gros lien entre lui. C'est normal, tu es sa mère. Il faut savoir que l'enfant, jusqu'à ses 21 ans, garde un lien très très fort avec sa mère. C'est-à-dire que le cordon ombilical se rompt, mais il existe un sort de cordon de lien qui demeure. Bien évidemment, quand le lien est cohérent, il est sain. Bien sûr, ça peut devenir malsain dans certains cas, certaines familles. Il faut bien comprendre que dans le cas où... Attends. Rêver qu'on fuit une personne et que la personne finit par nous toucher et nous laisse tranquille. C'est pas très bon, ça. Ok, je savais pas de ce cordon de lien. Oui, bah, le fait que tu rêves qu'on te kidnappe et après tu t'es réussi à t'échapper, ça veut dire que des gens sont réellement venus essayer de capturer ton énergie spirituelle, ton corps astral, ton corps éthérique. Mais ils n'ont pas réussi, tu as réussi à t'échapper au final. Bonsoir, toi, Mogi. Mais en fait, si quelqu'un, bonsoir, toi, Adjiba, ça faisait longtemps. Par contre, si quelqu'un, effectivement, tu fuis une personne, la personne, elle te touche et elle te sent tranquille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a établi un contact avec toi. Elle a réussi à toucher quelqu'un, c'est imposer une énergie dessus. Donc, ça veut dire qu'elle a réussi à te marquer. Donc, elle te laisse tranquille, certainement, parce que elle va revenir plus tard. Au plaisir, Brooke. Elle va revenir plus tard, parce qu'en vérité, elle a obtenu ce qu'elle voulait, un contact. Parce que ne pensez pas que quand on vous poursuit, on va toujours faire... Enfin, les objectifs n'est pas toujours le même. Hein. Des fois, la personne veut juste un contact, te toucher, mystiquement, pour pouvoir avoir son empreinte sur toi. Ça, c'est un premier cas. Mais il y a également le cas où les gens veulent te capturer, littéralement. C'est-à-dire que il y a des cas où on te poursuit en rêve, mais c'est pour t'attraper. Après, on peut aller te vendre dans les, ce qu'on appelle le Famla, le Hong Kong. C'est une partie du base du plan spirituel. Là, tu vas finir après, malheureusement, en enchère. Ou on va aussi te faire travailler, tout simplement. On va pas forcément te vendre, on va te faire travailler, tout simplement. Dans certaines plantations, dans certains trucs, où tu pourras servir d'ingrédients pour certains rituels. Parce que oui, forcément, vous savez que on capture les gens, c'est un business, hein. Moi, on cherche à me tuer et me capturer, c'est fou quand même. J'arrive toujours à fuir, me cacher. Ça, c'est parce que tu as une certaine conscience et parce qu'il y a des ancêtres et des forces favorables qui veillent sur toi, qui t'aident. Donc, et si on est vendu, on peut pas sortir. Tu peux t'en sortir, mais tu peux pas t'en sortir complètement seul. Tu auras besoin d'aide, soit d'un praticien ou tout du moins déjà d'entités garantes qui pourront t'aider. C'est parce que quand quelqu'un est vendu, on va déjà négocier avec les entités parce qu'il faut savoir que chaque chose est gérée par une entité. C'est un principe. C'est-à-dire que si, par exemple, on a attrapé quelqu'un, on l'a mis dans l'eau, bah, tu peux bien les remercier, là. Si quelqu'un t'a mis dans l'eau, ça veut dire quoi? Moi, si je veux libérer quelqu'un qui en a capturé, on a mis dans l'eau, je vais aller négocier avec l'esprit de l'eau. Je vais aller demander parce qu'en plus, c'est pour ça que je vous dis souvent de faire des offrandes, de parler, parce que ça veut dire qu'ils vous connaissent. Ils savent que si tu viens leur demander un service, ils vont être en mode, bon, on te connaît, on peut t'aider, quoi. Donc, forcément, les êtres de l'eau, je vais donc les contacter pour savoir exactement qui parmi vous, êtres de l'eau, a donné son aval pour que ça se passe. Et là, après, on négocie. Avec l'entité, je précise. Moi, je ne négocie pas spécialement avec les mauvais praticiens. Donc, on négocie, on voit dans quelle mesure c'est possible de changer la donne. Donc oui, c'est des choses importantes à savoir. Parce que, en gros, un truc que vous devez bien intégrer, c'est que l'invisible, c'est celui-là qui influence le visible. Et vous avez raison, au resto hier, un corbeau est venu et sur le retour, mon fils a ramassé une plume. Bah oui. En tout cas, effectivement, bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois, merci beaucoup d'aimer le live, de le partager, de le republier, de vous abonner, faire des cadeaux.
de le commenter, bien entendu. Si vous voulez le monter, faites-le moi savoir en commentaire. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les attaques dans les rêves. Donc, je vous ai un peu expliqué certaines choses. Il y a des rêves qui sont plus vrais que la réalité. Là, quand tu fais un rêve et que c'est plus vrai, plus clair que cette réalité, si c'est que tu es dans l'astral, faut pas te poser mille et une questions. Et si la personne meurt en étant vendue, elle sera esclave après la mort, bien sûr. Si la personne, elle meurt en étant vendue, sans s'en être rendu compte, ça va continuer après sa mort. C'est-à-dire qu'après, ça dépend de comment ses maîtres vont la traiter de l'autre côté. S'il la traite mal, qu'il l'exploite vraiment à outrance, sa durée de vie avec son corps éthérique, bah, du coup, dans le plan spirituel, dans tout ça, ou la fausse, ça va être environ de, allez, s'il exploite mal, 200, 300 ans, après, avant de se dissoudre complètement. Si il l'exploite sans forcément trop abuser, allez, 600 ans au mieux. C'est-à-dire que la durée de vie est bien plus longue avec le corps éthérique qu'avec le corps physique. Donc forcément, euh, ça joue tout ça. Donc ouais, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas conscience sera naturellement en danger. Donc il faut, tout ce qui est le fait de quand tu es vendu, il faut te t'arranger pour te libérer de ça, de ton vivant. Parce que après quand tu es mort, c'est encore autre chose. Et là, tu n'as pas vraiment besoin, tu n'as pas vraiment des moyens de te libérer par toi-même. Dire que du vivant c'est compliqué, dans la mort c'est encore pire. C'est dans ces cas-là, le Nkon, en fait le Nkon c'est quoi? Mais il n'y a pas que ça au Cameroun, hein. Faut bien préciser les kékés. Le Nkon, c'est présent partout sur Terre, hein. Le Nkon c'est quoi? Fondamentalement, c'est une société secrète, c'est une société secrète, c'est un cadre de personnes qui ils vont éliminer des gens mystiquement pour absorber les énergies. Et plus un individu va avoir de proies abattues, plus il va augmenter en grade, en puissance et en compréhension. C'est un autre système d'initiation. Mais tu peux pas rejoindre ce truc-là si tu n'as pas ça dans le sang. C'est-à-dire qu'il faut que ton parent, ta mère ou ton père ait été dedans pour pouvoir. C'est ce qu'on appelle les sorciers, en fait, qui mangent les gens dans la nuit. Ça, c'est eux. Donc, dans le Nkon, on ne fait pas travailler les gens en tant que tels. On les consomme. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui font ça ne sont pas dans l'astral en tant que tel. Ils sont dans ce qu'on appelle la partie basse du plan spirituel. C'est ce que vous allez appeler le bas astral, la fosse. Et là-bas, dans cette partie-là, c'est comme une sorte de dimension de poche avec plusieurs strates. Et là-bas, il y a tout. Il y a littéralement ils ont les avions mystiques, mais c'est pas les seuls. Mais eux, c'est une catégorie de sorciers particuliers, sorciers vampires. Il faut bien comprendre que ils sont bien plus dangereux qu'un sorcier lambda. Ça faut dire la vérité. Un sorcier négatif lambda ne fait pas le poids face à un sorcier vampire. Surtout d'une con. Parce que un sorcier vampire, ça veut dire quelqu'un qui, isolément, peut vampiriser les énergies, avoir des pratiques détournées pour augmenter sa puissance. Les gars d'une con, c'est une société. C'est-à-dire que là où, faut savoir que la même logique existe partout. C'est ceux qui font les crimes rituels, là. C'est principalement ça, hein. Que ce soit le Hong Kong, Cameroun, ou d'autres équivalents, d'autres noms dans différents pays du monde, c'est la même chose. Et ce sont des organisations plurimillénaires. Ça fait des millénaires qui sont là. C'est-à-dire que c'est... Et là, après, il y a une différence avec le FAMLA. FAMLA, ou les autres noms qu'on pourrait lui donner, qui est également présent partout sur tous les continents, c'est la vente des êtres humains dans le plan mystique. On peut les vendre, effectivement, pour... On peut, en fait, faut comprendre que les gens du FAMLA peuvent dialoguer avec les gars d'une con, hein. Parce que les gars d'une con ont une puissance brute plus forte. Et eux, ben, les gars du FAMLA peuvent négocier. Ils vont dire que, bon, par exemple, ils ont réussi à capturer une famille. Voilà, imaginons le père, la mère, les enfants, bref. Et du coup, il dit, bon, je te propose dans cette famille de 5 personnes, en échange de, tu me terrasses tel ennemi, là, parce qu'il est assez costaud, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il passe l'accord, et les 5 personnes sont vendues. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les 5 personnes-là, elles vont être utilisées. Si vous aviez les yeux, les 4 yeux, là, vous allez pouvoir voir que de l'autre côté, ce qui leur arrive, c'est que en fait, quand quelqu'un est capturé dans le Hong Kong, ce n'est pas une seule personne c'est une personne qui l'abat. Mais en fait, c'est comme de la chasse, si vous voulez, d'accord? Quand on chasse une bête, qu'est-ce qui se passe? Le chasseur abat la bête, puis il la ramène au village. On la dépaisse et on sépare. On donne des différents morceaux. C'est la même chose qui se passe. La tête est toujours de nos chefs, pour information. Donc là-bas, oui, c'est-à-dire que ceux qui sont d'une con ne voient pas les êtres humains comme leurs semblables, hein. Ils voient ça comme des proies à chasser et dont ils peuvent se nourrir. Ok, donc la vente des êtres humains sur Terre et relations. Exactement. Avant qu'il y ait la vente humaine
dans le visible, il y avait la vente d'humains dans l'invisible. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. C'est que les, c'est tout un business en fait. C'est-à-dire que les gens, ils consomment ça pour augmenter leur pouvoir, pour augmenter leur durée de vie. C'est pour ça que chez nous, on sait qu'il y a des vieux. Tu les regardes, tu sais pas quel âge ils ont. Tu sais qu'ils sont vieux, très vieux. Mais tu sais pas à quel point ils sont vieux. Parce que ça augmente la durée de vie, ça. Et chacun après a des équivalents. Certains, comme ici en Occident, n'ont pas forcément la même capacité de production dans les plans subtils. Donc ils vont plus faire ça dans le plan physique. Mais ça n'enlève pas que, attention, les gars d'une con, ne vous amusez pas. Il y a des moments, des périodes de l'année, où il va y avoir des disparitions de personnes. Parce que la plupart du temps, les gars d'une con vont poser comment? Accident, maladie, pour avoir le corps subtil et en faire ce qu'ils veulent. Bonsoir à toi, pas le même vécu. Oui, les enfants, un enfant que toi tu vois comme un enfant ici là, sache que ça peut être un vieux père dans là-bas, qui lui, c'est un maître. En fait, quand quelqu'un a été attrapé par les gars d'une con, on est obligé de faire un sacrifice pour donner une compensation énergétique. Et certains rites et certains appels. Parce que eux, c'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'ils existent? Parce que ils ont une place dans l'écosystème cosmique. Donc, ça veut dire que eux, là, ils servent de régulateurs au sein de l'humanité. C'est des prédateurs. Et les enfants, comme les adultes, sont leurs cibles. Donc, de base, ils vont privilégier le fait qu'ils vont camoufler les trépas par des... Comment on appelle ça? Ils vont camoufler ça principalement par maladie, par accident, une dispute qui tourne mal, la personne, elle passe l'arme à gauche. Et en fait, c'est normal parce que on va se dire que oh la pauvre, du coup, elle a trépassé, mais on va dire, c'était soit pas de chance, ou ce que tu veux, quoi. Ça, c'est souvent ce qu'ils font. Mais il y a des périodes de l'année et surtout, il y a à certains moments, c'est pas forcément toutes les années, mais c'est-à-dire qu'il peut arriver que surtout vers la fin d'année, vous allez voir y avoir des disparitions. Pas simplement que quelqu'un pas seulement des accidents, des choses comme ça, mais une disparition réelle. Dans ces cas-là, oui. Comme ce qui est fait en Occident, on a pu voir avec l'histoire Epstein. C'est-à-dire que on attrape quelqu'un et on lui fait des sévices que, normalement, on ne fait que dans le plan invisible. Mais ici, c'est là où vous allez entendre les histoires de quelqu'un ouais, on l'a coupé, on a fait des trucs bizarres. C'est ça. Donc, parce que oui, c'est un peu ça la logique à comprendre, c'est que les gens qui font ça là ne sont pas vraiment comme les humains lambda. Ils ont une autre logique. Dans leur tête à eux, on n'espère même pas les attendrir en disant qu'on est tous les deux des humains, comment tu peux me faire ça? Non, 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 lui, tu n'es pas un humain, tu es de la nourriture. Ensuite, il faut comprendre que les gars du femme là, eux, c'est pas pareil. Eux, ils cherchent à réduire en servitude. C'est ça qui est différent. Et de la même manière que la plupart du temps, ils font ça dans le plan subtil. C'est là où quelqu'un va tomber dans le coma, n'absent pour ne plus se réveiller ou des choses comme ça. Ça arrive également qu'ils font ça dans le plan physique. Ils attrapent une personne, ils la font subir des sévices, ils l'éliminent et après, on va dire, on la retrouve après de l'autre côté en train de travailler. C'est aussi eux qui sont responsables la plupart du temps des agressions S du point de vue mystique. Eux, ils sont spécialisés là-dedans parce que l'acte intime est un acte d'échange énergétique, mais ça peut être du parasitage et du vampirisme, aussi de la domination. Donc, ils vont, dans les périodes où ils attrapent physiquement les gens, ils vont souvent l'élever pour justement, en fait, c'est comme pour les marquer, assujettir une domination dessus. Et là, bah, à partir de là, ils volent le cas. Ce qui veut dire que ils mettent la personne en servitude et après, ben, elle va aller travailler pour eux ou elle va devenir un esprit serviteur. C'est là où on attache l'esprit de la personne à un fétiche, donc à une statuette ou à un masque, etc. Et la personne va, donc, avec certains rites, certaines paroles, certaines offrandes, elle va animer le fétiche et elle pourra lui demander de faire certaines choses pour elle. Ça peut aussi bien être de se débarrasser d'un ennemi que d'aller chercher quelque chose. Bref. C'est pour ça que dans les cas où de portefeuille magique là, ou autre, ce n'est pas forcément le portefeuille comme vous l'imaginez. Hein. Ça va beaucoup plus être... ça va être un objet bien particulier qui va être gardé en secret et qu'on va alimenter de temps en temps.
Enfin, pas de temps en temps. Enfin, avec certains rythmes. Ça dépend après de quel est l'accord et comment l'objet a été fabriqué. Et le résultat, c'est que là, on envoie quelqu'un, on envoie un esprit, on envoie quelqu'un qui va servir à déplacer de l'argent, le faire se matérialiser, etc. Bonsoir à toi, Gia. Ouais, je peux le voir quand je discute avec une personne. Bonsoir à toi, Cécile. Le portefeuille, il faut savoir que les portefeuilles mystiques, là, faut faire attention. Ce n'est pas forcément bénéfique parce que, en gros, que tu favorises ton succès, c'est une bonne chose, c'est normal. Que tu le protèges, etc., il n'y a pas de mal. Mais que tu cherches à matérialiser comme ça, sans rien fournir comme effort, ça, c'est pas bon. Ça, c'est souvent des trucs qui coûtent cher. Les personnes accompagnées de leurs ancêtres, tu en penses quoi? Les personnes accompagnées de leurs ancêtres, naturellement, ils vont avoir certaines protections contre ce genre de choses. On va les prévenir, on va les aider. C'est une bonne chose. Parce que tu ne peux pas vraiment t'élever sans tes ancêtres. Ils sont ta base mémorielle qui font que tu as pu t'incarner. Et c'est grâce à eux que tu pourras retourner de l'autre côté. Donc, c'est important de les avoir près de soi. Donc, les gens que je connais qui l'ont fait, le portefeuille, ont tous été dans la ruine et en dette. Ça, c'est pour une raison simple, là. Il faut savoir que dans l'univers, dans le cosmos, il y a des règles. Tu donnes, tu reçois. Tu prends, tu donnes. Même si tu te rends pas compte. Donc, ce qui veut dire que quand on te fait l'histoire de portefeuille magique, là, où tu vas voir l'argent euh, qui va commencer à se matérialiser comme ça, là. Question que tu vas te poser. D'où vient l'argent? D'où vient cet argent? Comment un argent peut se matérialiser comme ça, là? Il vient d'où? C'est la question qui va se poser. Les gens vont se dire que, les gens ne vont pas penser, on dit que oui, dans l'imaginaire collectif, on va se dire que oui, c'est un trésor qui est caché sous terre, etc. C'est des billets. Tu connais des billets qui sont cachés sous terre? Bonsoir à toi, psyché. On a des, après, il y a les gars comme Pablo Escobar qui ont caché de l'argent. Oui, on entend. Bonsoir à toi, BJJ. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? L'argent qui t'est donné là, on le prend de ton capital. Chaque être humain possède dans les plans invisibles sa propre, en fait, comme si c'est comme une banque cosmique. Si le taux est bas, tu pourras difficilement avoir de l'argent. Déjà que, imaginons, c'est un peu comme si tu avais un compte, mais qui n'était pas pleinement activé ou autre, tu pourras extraire, par exemple, c'est-à-dire que si, par exemple, tu as, par exemple, pour toute ta vie, tu as, par exemple, 100 millions je sais pas moi, 100 millions de dollars ou d'euros, etc. Et que tu n'as pas parfaitement activé ou qu'il y a eu des blocages, etc. C'est-à-dire que tu vas galérer à avoir de l'argent. C'est un exemple. Par contre, si tu fais certains rites, tu vas pouvoir débloquer ça et là, ton flux va pouvoir se stabiliser par rapport à ce que tu es censé avoir. Mais là où ça devient dangereux, c'est que quand tu fais les histoires de portefeuille magique, là, c'est que l'argent que tu es censé avoir, par exemple, sur 10 ans, ou même parfois sur toute ta vie, va être condensé en une période peut-être de 1 an ou 2. Donc l'argent va se matérialiser avec certains rites et certaines choses, et tu vas voir ça. Après, il y a une nuance. Hein. Il y a une nuance. Il y a le cas où on te rapporte directement. Et je fais des déblocages effectivement RS. Et, et ces cas-là, c'est un peu particulier. Mais il y a également le portefeuille où tu ne matérialises pas l'argent, mais l'argent va venir plus rapidement. Parce que oui, il y a deux cas. Il y a le cas où l'argent se matérialise là, directement dans ta main. Vient une calebasse, vient un sac, vient ce que tu veux. Mais il y a également le cas où l'argent ne va pas se matérialiser, mais va venir avec plus de rapidité, de manière brutale. Même si le processus est différent, c'est la même logique. Donc, alors, et si on gagne un jeu de loto, par exemple, c'est quoi la contrepartie après? Alors, ah, ok, on est donc déjà. Alors, yep. Ok, d'accord. Du coup, cet argent, si on reçoit, on a compte. Ensuite, on n'a plus rien. Au final, tu n'auras plus rien. C'est-à-dire que dans le cas où quelqu'un gagne au loto, il faut remarquer que la plupart du temps, ils finissent pauvres, ces gens-là. Parce que le loto même, c'est un truc très mystique. C'est pas n'importe qui gagne là-dedans. Du point de vue parfaitement humain, on va dire que les gens qui vont gagner là, ce sont des gens qui seront souvent qui vont galérer, etc., qui ne sauront pas gérer leur argent. Donc, dans tous les cas, ils vont tout perdre. Ça, oui. Ça, oui. Mais il y a également une portée mystique. Purée, j'aurais déjà, alors, ah oui. Est-ce que ça peut avoir, bien sûr, ça peut avoir un impact futur sur les générations. Parce qu'il y a des gens, justement,
Ils font ce genre d'accord. L'argent vient, boum, 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 boum. Ils ont l'argent peut-être, par exemple, sur tout ce qu'ils auraient dû avoir dans une vie, ils vont avoir ça peut-être sur 5 ou 10 ans. Avant la date limite, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent un de leurs enfants, donc ils voient qu'il y a une étoile un peu qui brille là. Ils sacrifient sa fortune. Il va galérer. Il va littéralement ne rien faire de sa vie financièrement, professionnellement. Et il va continuer encore et encore. Plus de 60% des gagnants du loto finissent ruinés en deux. Exactement. Mais parce que le but, c'est quoi? C'est un peu la même logique, hein. On te donne une énergie. Donc, l'argent, c'est une énergie que tu ne sais pas gérer. Mais, cette énergie-là fait que ce que tu aurais été censé avoir sur plusieurs années est rassemblé d'un coup. Donc, tu épuises ça. En 2 ans, c'est fini. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça devient là une galère. Une galère. Après, il y a des catégories d'individus qui ont certains karmas, certaines énergies qui font qu'ils peuvent gagner plusieurs fois au loto. Et c'est souvent ce genre de personnes, c'est une compensation énergétique qu'ils ont. Dans ce sens où, comme dans leur vie précédente ou dans leur cabane familial, il y a certaines dettes énergétiques que la société doit à ces gens. Ça peut être des gens qui ont, par exemple, un arrière-grand-père qui s'est sacrifié lors d'une guerre ou je ne sais quoi, qui n'a pas été reconnu. La personne va recevoir ça. Mais parce que, justement, il y a une dette énergétique qui doit être honorée par la société, parce que c'est des fonds publics, ça, de toute façon, le loto. Et chez nous, on dit que les gens qui ne font pas d'épargne, ils ont des trous dans les mains. Oui, il y a aussi la catégorie des gens qui, effectivement, n'arrivent pas à garder l'argent. Ça, c'est une catégorie de personnes qui... Ce n'est pas forcément une catégorie, c'est souvent une catégorie de sort. C'est-à-dire qu'on peut faire tes trous dans tes mains pour que l'argent coule entre tes mains. Tu gagnes, mais ça ne te reste pas. C'est ça le problème. Et bon, pour revenir au sujet des rêves, beaucoup de tous ces genres de choses se font principalement vers le monde onirique. Bonsoir à toi, Lika. Parce que il y a des cas où vous allez faire des rêves où quelqu'un va venir comme vouloir vous arracher un objet. Ça peut être votre porte-monnaie, ça peut être un sac, ou discuter quelque chose. En fait, si tu fais un rêve où quelqu'un vient discuter quelque chose avec toi, déjà, c'est qu'on veut te prendre une énergie. Ça, c'est clair. Entre autres. Ça fait partie des procédés souvent employés. Encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présents dans ce live. Merci beaucoup à toutes les personnes qui aiment le live. Merci d'aimer, de tapoter le live. Merci aux personnes qui le partagent, qui le publient, qui s'abonnent et qui font des cadeaux. Et qui le commandent dans le respect de la patience et de la bonne humeur. Et dans le monde onirique, voir un éléphant immense avec un mec dessus qui passait, c'est quoi ça? L'éléphant, c'est la stabilité, c'est la force et la puissance, c'est également la sagesse. Quelqu'un qui est assis sur un éléphant, ça peut être quelqu'un qui a une certaine maîtrise, une certaine hauteur. Après, ça dépend. Parce que, effectivement, je rappelle, hein, l'interprétation des rêves, c'est quelque chose que vous devez maîtriser tous et toutes. Parce que, moi, je pourrais même, en consultation, je peux vous interpréter votre rêve, hein, y a pas de souci. Mais, le sens profond, je ne peux pas forcément vous le fournir. Parce que c'est vous-même. Je peux vous donner, via l'interprétation, une grille de lecture, un cadre. Mais c'est vous-même qui connaissez votre vie. C'est vous qui connaissez vos difficultés, vos états intérieurs, votre histoire familiale. Même si je peux percevoir des choses, je peux percevoir des éléments, je ne perçois pas tout. C'est pour ça que c'est important que chacun sache faire une lecture de ses rêves. Si on rêve que sa grand-mère porte sa bague de fiançailles... Oula, comment ça? Sa bague de fiançailles à elle ou la tienne? Oui, c'est vrai, il y a des significations universelles, mais c'est quand même une intime. Voilà, exactement, Leïla. Bonjour, je fais beaucoup de paralysie du sommeil. Tu peux me dire ce que c'est, merci. C'est pas bon, Salika. Ta grand-mère, est-ce qu'elle est encore en vie? C'est une question importante. En fait, la paralysie du sommeil, c'est un mécanisme dans lequel c'est le corps éthérique, on va dire, tu sais, on va te dire que c'est le système nerveux qui réagit, qui est perturbé, d'accord? Et qui fait que le corps est paralysé, mais la conscience reste active. Ça, c'est vrai au niveau électrochimique. Mais on va dire au niveau éthérique, ça représente quoi? Ça représente que ton corps physique se paralyse, mais ton corps éthérique reste mobile. Ce qui fait que ça favorise les projections astrales. La paralysie du sommeil peut venir dans environ 4 cas en général. Cas purement physique, ça peut être un désordre neurologique provoqué soit par stress continu, troubles chimiques par rapport à des substances prises, ou autre. D'accord? Ça, c'est l'une des premières causes. Ça peut aussi être un élément récessif génétique. Deuxième cas, ça peut être des attaques occultes. Dans certains cas d'attaque, le corps est paralysé pour que les gens, ce soit dans les histoires de couches de nuit, où ça se fait avec le corps éthérique.
un être se projette et il fait autre chose. Ça, c'est des cas ça peut aussi des cas de vampirisme. C'est du vampirisme par la voie intime, mais pas que. Donc ça, c'est un des quatre cas. Il y a également le cas où, à force de certaines pratiques, notamment l'auto-hypnose et la méditation, il y a une distance qui se fait entre le corps et l'esprit, qui fait que l'esprit peut rester actif et le corps passif, donc ça, c'est plus possible que ça se passe. Et quatrième cas, ça peut aussi être dû effectivement à la sensibilité d'un individu. Ça peut être qu'il y a certaines périodes de l'année, certains alignements qui vont créer des réactions chez les gens. Voilà un peu les quatre cas. Et les personnes qui arrivent à venir te harceler dans le monde onirique, ils sont quoi ces gens-là? C'est-à-dire que c'est des gens qui te recherchent ils te harcèlent. Mais quand tu dis harceler, il faut préciser. Attends. J'ai rêvé une fois que tu étais, bonsoir à toi Agnès, il t'était mon lait. Tu es très intelligent aussi. Au plaisir, Leïla. Hum. Ensuite, par rapport à Lika, si elle porte ta bague, ça veut dire que ton mariage ne t'appartient pas. Tu es marié, j'imagine. Parce que si tu n'es pas marié, c'est que parce qu'il faut comprendre une chose. Le mariage, le travail, la santé, ce sont des énergies. Donc, si ça ne se manifeste pas dans ta vie immédiate, là, on peut te l'avoir prise, cette énergie. En tout cas, l'avoir détournée pour qu'elle serve à une autre personne. Et là, oui, c'est très mauvais signe. Ça veut dire tu es envoûté. On t'a pris des choses. Ou, si tu réussis à manifester argent, ça, mais que soit il y a des blocages, soit des difficultés, ou pas forcément que tu détectes, mais tu vois ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que la personne t'a pris de l'énergie. La personne, en vérité, c'est comme si ton mariage ce n'était pas toi qui étais marié, en fait. C'est pas bon signe. C'est mon double. Il m'a suivi toute la nuit, du début à la fin de mon sommeil. Comment ça, ton double? Ton mari qui t'aide ton lait, là, c'est bon. Faut comprendre que l'allaitement, c'est donner de l'énergie. Ça peut représenter une relation où tu maternes un peu ton mari, par exemple. Peut-être un peu trop. Et que tu lui donnes certaines énergies. Soit il en manque de certaines énergies que tu compenses, soit que tu le maternes. En tous les cas, ça peut signifier un peu ça. Quand quelqu'un qui vous harcèle le soir, c'est souvent quelqu'un qui cherche en fait à trouver une faille dans vos défenses. C'est principalement ça. Quelqu'un va chercher une faille dans vos défenses, donc il va vous attaquer encore et encore et encore. Et que vous allez céder. Vous allez finalement céder. Parce que au bout d'un moment, la fatigue s'installe. La défense a beau être solide, elle finit par ploire. Donc ça fait partie des choses pour lesquelles, moi je vous rappelle, je propose un ensemble de services, que ce soit des consultations, des envoûtements, donc contre-sorts, des déblocages, merci Brooke pour la publication, des accompagnements également, des logos et autres. Vous pouvez aller voir, oui, le blocage commence à m'élever, merci pour d'accord, écoute, je le comprends. Je comprends les cas, mais ça veut dire qu'il va falloir récupérer ce qui est à toi. Ça veut dire que les membres de ta famille ont fait certaines choses pour que, du coup, tu sois toujours un peu sous leur coupe. Est-ce que en rêve, des personnes peuvent apprendre une forme d'une autre personne? Bien sûr. C'est possible qu'une personne prenne un visage pour t'attaquer. Ça, c'est connu notamment en Afrique. On sait très bien que il faut faire attention aux rêves, d'accord? Faire attention à ce que tu vois et le comportement. Il y a des voiles, parce qu'il y a une vérité aussi que vous devez comprendre. Et je parlerai des différents niveaux dans la sorcellerie négative, bien sûr. Parce que il faut comprendre que tout sorcier n'est pas au même niveau. Le mauvais sorcier de base n'est pas capable de se voiler, par exemple. C'est-à-dire que il va souvent profiter d'une personne qui est vulnérable par son inconscience. Il ne peut pas se voiler, donc il va attaquer, mais profiter de l'ignorance d'une personne d'un moment de faiblesse. Ou quitte à provoquer ça, souvent provoquer, ou en profiter quelconque. Quand un sorcier négatif est déjà plus avancé, il est capable effectivement de se voiler. Ce qui fait qu'il peut prendre un visage qui n'est pas ce qu'il a. C'est là où, effectivement, il faut faire attention. Pour remarquer ça, il faut développer son intuition, sa clairvoyance, et ou consulter. C'est pour ça que moi, comme je vous dis, je propose des consultations d'autres services. Vous pouvez me contacter en privé pour ça. C'est vrai que là, c'est un peu exceptionnel. J'ai fait un live aujourd'hui parce que toute la semaine là, j'ai pas pu parce que j'étais très occupé. Et donc, franchement,
Ça fait partie des services que je propose. Vous pouvez également réserver la consultation via mon lien en description. Ou si vous préférez me contacter en privé, contactez-moi, hein. Bref, même s'ils connaissent pas les gens qu'on connaît. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que dans ton aura, dans ton champ, toutes les personnes que tu connais, on laisse une trace énergétique, d'accord? Et quelqu'un peut passer, même s'il ne connaît pas une des personnes que toi tu connais, dans ton champ énergétique, il y a ces traces-là. C'est comme un moule. Il prend ça, il se moule. Et l'un des trucs qui permet de distinguer qu'une personne n'est pas ce qu'elle peut prétendre dans le rêve, ça peut être que le visage change. Ou qu'il peut y avoir des légères différences avec l'apparence réelle. Des yeux d'une autre couleur, le, des traits différents, plus longs, ou autre. Ça peut être subtil, comme ça peut être très flagrant. Donc, ça, c'est une chose importante que vous devez comprendre. Que ça, c'est quand quelqu'un se dissimule en rêve. Quand il se dissimule, ça devient embêtant. C'est pour ça qu'il y a certaines pratiques qu'on demande régulièrement à faire pour éviter que tu te fasses duper. Il y a également des animaux qui vous attaquent en rêve. Quand un animal t'attaque en rêve, ça peut signifier, oui, ça se voit, ils ont des traits différents. Exactement. Quand quelqu'un t'attaque en rêve et pour qu'il prend le visage d'une autre personne, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir souvent des distinctions, des différences. Il ne sera jamais vraiment à l'identique. Des fois, ça peut être très subtil comme le regard. Le regard peut être très différent de ce que tu connais. C'est là où il ne faut pas aussi se faire submerger par les émotions et avoir une certaine lucidité. Donc oui, c'est normal que des gens... En fait, aussi, petite chose à rappeler, hein. Quelqu'un qui fait ça va souvent changer de visage régulièrement. Tu vas te faire attaquer, mais par différentes personnes dans tes rêves. Quand tu as ce genre de phénomène dans ta vie, que par exemple tu vis un rêve similaire, un petit attaque similaire, mais avec différentes personnes à chaque fois, ça n'a pas de doute. Tu es face à quelqu'un qui change de visage, mais il ne montre pas vraiment qui il est. Tout simplement. Ça, c'est un cas. C'est un cas à ne pas négliger, qui a toute son importance. Ensuite, chose importante à noter, ça va être que nous avons aussi, en plus des personnes qui se dissimulent, nous avons les personnes qui attaquent à plusieurs. Ça c'est encore autre chose. Il y a des gens qui vont vous attaquer à plusieurs en rêve. C'est là où vous allez parfois vous faire poursuivre par des groupes de personnes, par genre de choses. Il y a également des gens qui envoient leur totem. C'est là où quelqu'un va soit prendre la forme de son animal totem pour vous attaquer, soit envoyer l'animal, vous attaquer. Donc une projection de son énergie. C'est là où on voit les animaux qui poursuivent, etc. C'est-à-dire que ça fait partie des possibilités qui existent. Dans tous les cas, petite nuance à comprendre. Tous les rêves ne sont pas attaques occultes. Je précise, c'est pas parce que tu vois un lion qui te poursuit que tu es forcément attaqué dans l'occulte. Il y a également un aspect psychologique. Le lion représente souvent, par exemple, et je vais vous donner un exemple d'interprétation claire. Tu es dans un travail où ton manager, ton patron est quelqu'un qui est tyrannique, qui est, on va dire, ce qu'on va dire comme le mot qu'on emploie beaucoup, toxique. Il va t'apparaître dans le rêve comme un lion qui te poursuit. Parce que le lion, c'est l'autorité, c'est la force. C'est un prédateur. Le fait que le lion t'apparaisse en rêve et qu'il te poursuive, donc ça représente, c'est ton inconscient qui te fait comprendre que ton supérieur hiérarchique là, qui est toxique, abusif, il est le lion et toi tu es poursuivi. En fait, ça te représente un peu ce que tu vis. Ça c'est dans le cas d'une interprétation psychologique pure. Et ça arrive. Mais la différence est que quand c'est le cas d'une attaque occulte, déjà le rêve va souvent être assez clair. Dans le sens où, c'est comme un chien noir, c'est la jalousie des gens. Le chien noir, c'est la jalousie, ça peut être la médisance, effectivement. De la même logique, il faut comprendre que quand c'est une attaque occulte, tu as souvent la différence, c'est que tu vas te sentir assez fatigué au réveil. Je ne parle pas d'une fatigue physique classique, hein. Tu ne sais pas coucher tôt, faut pas t'étonner que tu te sentes crevé. Mais c'est-à-dire que c'est une sorte de fatigue, on va dire énergétique, une fatigue. Bonsoir à toi, belle étoile, qui n'est pas que physique. Il y a un affaiblissement, en fait, si vous voulez. C'est comme ça, en vérité, que on peut distinguer les deux. Et c'est rare que tu vas te réveiller d'un coup après une attaque occulte. Ça arrive, hein. Mais souvent, tu te réveilles lentement. Mais tu peux avoir le cœur qui palpite. Ça, c'est un exemple. Parce que si quelqu'un fait un cauchemar classique, il va se réveiller en gueulant ou, bref, il va se réveiller en sursaut, ça c'est normal.
C'est parce que, bah, bref, le cerveau l'a rappelé, tout simplement. Donc, fondamentalement parlant, c'est différentes choses qui existent, quoi. C'est différents procédés par lesquels les gens passent pour pouvoir affecter les autres à distance. Bien évidemment, c'est pour ça que on demande à tout le monde de se rappeler de ses rêves, de les noter, développer le rêve lucide, parce que c'est essentiel pour pouvoir, même si tu n'as pas tous les armes, la maîtrise de l'aura ou tout ce qui va avec, tu as l'essentiel pour pouvoir savoir ce qui se passe dans ton monde onirique. C'est dangereux de ne pas savoir. Par exemple, moi je peux vous dire la vérité, hein, en tant que pratiquant, si au bout de 3 jours, même pas, je ne rêve pas, ou je ne me rappelle pas d'un rêve, même un rêve qui n'est pas où il y a une attaque occulte, hein, juste un rêve comme ça, je dis c'est pas normal. Faut pas non plus rêver tous les jours, parce que ça fatigue le corps aussi, et l'esprit. Mais, normalement, un être humain, tu dois pouvoir rêver au moins deux fois par semaine. Ce qui veut dire que, enfin, rêver, te rappeler, j'entends. Normalement, un être humain, allez, il va se rappeler de 8 rêves, 10 rêves dans le mois. Après, avec plus de pratique, ça peut monter à 20, etc. Mais même, c'est pas normal de pas se rappeler de ses rêves. C'est pas bon. Alors, si tu rêves pas du tout, il y a des gens qui ont un trouble neurologique qui explique ça. Mais c'est souvent l'un des signes qui permet d'identifier que tu es déjà sous des problèmes occultes. Comment reconnaître un faux guérisseur? Alors, j'avais d'ailleurs, je vais faire une vidéo encore, la partie 2 des faux guides spirituels. Comment reconnaître un faux guérisseur? Bien, ben, premièrement, un faux guérisseur, en général, il va être très vague dans son explication. Vous allez remarquer que moi, quand je vous explique les choses, je suis pas là à vous dire que tu peux pas comprendre, tu n'as pas le bon niveau de conscience. Non, non, non. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à te raconter du baratin, de je ne sais quoi d'autre, que il va te parler, je vais te faire un soin quantico-multidimensionnel. Ça, il est en train de vous prendre pour un imbécile. C'est-à-dire que, non, non, non. Un bon guérisseur, c'est quelqu'un qui peut t'expliquer ce que tu as avec des mots que tu peux comprendre. Ça, c'est déjà clair. C'est pas quelqu'un qui va aller dans des explications trop compliquées ou qui va mettre beaucoup de flou. Ça c'est déjà des signes d'un escroc, déjà de un. C'est un signe qui ne maîtrise même pas son sujet. C'est que si tu maîtrises ton sujet, tu peux adapter le langage à la personne que tu as en face de toi. Moi, si j'ai quelqu'un qui n'est pas initié, je vais pas employer le même langage que comme un initié. Il y a des paraboles que je n'emploierai pas. Il y a des éléments que je n'utiliserai pas pour expliquer. Parce que ça va servir à rien vu que la personne va pas comprendre. Donc ça, c'est déjà un signe. Un faux guérisseur, c'est un moyen de le reconnaître. Le manque de clarté dans son discours, une complexification abusive. Aussi, un autre signe pour les remarquer, c'est que c'est quelqu'un qui va toujours te faire comprendre que comme si il est supérieur à toi. C'est-à-dire que non, tu n'as pas le bon niveau de conscience. En fait, c'est bonsoir à toi Infinito. C'est une des choses qui permet de les reconnaître. Hein. C'est que il va toujours te dire tu n'as pas le bon niveau de conscience ou il va se considérer trop comme une exception. Il va se dire que non, moi ceci, moi ça, non, non. Dès que tu entends les discours que moi j'ai telle expérience et tout ça, c'est qui Ruki? Oui, Ruki, c'est qui ça? Brun, je connais pas. Non, mais en fait, c'est-à-dire que voilà, c'est des signes comme ça. J'ai quelqu'un qui va commencer à te raconter comme quoi il est trop unique ou je ne sais pas. Vous prenez pas la tête, c'est un rigolo. Faut le mettre de côté. Soit c'est un rigolo, c'est quelqu'un qui est encore immature du point de vue occulte, tout simplement. Et aussi, il y a aussi des gens qui aiment, bon, moi je me maquille personnellement. Pourquoi? Pour des protections, pour ce genre de choses, d'accord? Aussi pour que quand vous voyez le maquillage que je porte là, il y a une certaine symbolique. C'est-à-dire que quelqu'un qui va regarder, écouter, qui va regarder ce maquillage, écouter ce que je dis, c'est comme un schéma qui va fluidifier l'information dans son esprit. Pour celui qui a des mauvaises intentions à mon égard, ça repousse. Et vous savez très bien à quel point sur les réseaux sociaux, les gens savent être mauvais. Donc, bah, comprenez bien que le faux guérisseur en lui-même, c'est quelqu'un qui va complexifier pour trop de choses, mettre du flou. Souvent aussi, il y a l'incohérence du discours. Je suis pas indien, non. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, tu lui demandes quelque chose, il va te dire telle chose par base il analyse telle énergie, puis il va te dire quelque chose de radicalement différent. Attention, je précise bien que
On n'est pas à l'abri de se tromper. Même moi, je peux avoir une vision partielle d'une situation ou d'une personne. Ça, c'est vrai. Si elle a des voiles et que peut-être je suis pas assez concentré ou différentes raisons, bonsoir à toi, Al-Saber, je peux effectivement avoir un diagnostic qui n'est pas assez profond. Je vais bien et toi. Dans ce cas-là, oui, c'est pas pareil. Donc, je vous parle de quelqu'un qui vous dit que telle personne est mauvaise et après il change radicalement des discours. Il dit que non, en fait, ça c'est des signes. C'est que quelqu'un qui change trop de discours, c'est flou, c'est, c'est-à-dire c'est trop compliqué pour rien, ou il se met à un niveau, je ne sais pas quoi. Ça c'est tous les signes, c'est parmi tous les signes qu'on voit dans un faux guérisseur. Parce qu'il y a aussi deux types. Il y a celui qui est tout simplement un escroc, qui n'a aucune connaissance et compétence, qui cherche à faire son pain, littéralement, sans forcément apporter une plus-value. Et il y a ceux qui sont justement des pratiquants, mais justement se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Du style, vous avez beaucoup de pasteurs, même d'imams ou autres, ils se font passer, ils vont vous dire qu'ils sont des religieux, mais ils pratiquent bien même. Donc bon, alors, dans la quête spirituelle, parfois on tombe sur des escrocs, j'ai honte, mais j'ai... Non, faut pas avoir honte, c'est normal. Tu sais, hein, Leïla, c'est normal que quand on ne connaît pas quelque chose, on peut se faire abuser. Ce n'est pas une honte à avoir, c'est compréhensible. Quand tu ne connais pas, on peut te tromper, on peut te manipuler, on peut t'influencer, tout ça, ça joue. Après, quand tu, quand tu grandis en compréhension, quand tu t'élèves, tu comprends, enfin, tu réussis à remarquer certains signes, tu réussis à comprendre certains patterns. C'est là où on perd la différence. Et il faut pas être trop dur envers soi-même. Il faut garder à l'esprit qu'on est humain, on apprend, on évolue. Et des fois, les erreurs de parcours servent aussi pour justement vous permettre de mieux comprendre, de mieux réaliser. Faut pas avoir honte, au contraire. Oui, vaut mieux que tu sois tombé une fois et que ça t'apprenne à vie que tu ne sois jamais tombé, qu'après quand tu tombes, tu tombes de haut. En vrai, ma quête financière a eu un vrai. Bien sûr, en fait, tu sais, hein, rien d'important ne peut être gratuit. La gratuité, c'est quelque chose... Rien n'est gratuit fondamentalement. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, littéralement. Comme par exemple les boîtes de nuit. Pourquoi est-ce que beaucoup de boîtes de nuit font l'entrée gratuite pour les femmes, d'après vous? Parce que la femme est le produit, littéralement. Produit pourquoi? Parce qu'elle va servir de panneau publicitaire pour attirer des hommes qui vont venir dépenser de l'argent. C'est une logique purement marketing. Hein. C'est une logique de gain et de stratégie financière. Et c'est pareil. Quand on te dit que c'est gratuit, méfie-toi. Même pour les soins énergétiques. Moi, je vous dis cash, moi, je suis pas gratuit. Hein. Si vous voulez quelqu'un de gratuit, allez ailleurs. Le problème, c'est que même si quelqu'un n'est pas animé de mauvaises intentions, s'il te fait un soin énergétique gratuitement, qu'est-ce que tu lui donnes en termes d'échange vibratoire? Parce qu'il y a une équivalence. Il t'a donné de l'énergie vitale pour produire un phénomène dans ta vie physique, émotionnelle, mentale, enfin, éthérique, aurique, ce que tu veux. Toi, par exemple, il te fait le soin énergétique, d'un coup, peut-être il te le fait gratuitement, et donc forcément, tu vas par exemple avoir peut-être plus facilement de l'argent ou te sentir mieux. Mais le problème, c'est que l'univers part du principe qu'on t'a donné quelque chose que tu n'as pas donné. Donc, l'univers va ponctionner dans ce que tu as. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être aussi que le soin marche, mais après, ça déconne. Il faudra recommencer. Ou ça peut être que, par exemple, tu as réussi à avoir ce que tu voulais, je sais pas, un retour des finances, tout ce que tu veux, et, excusez-moi, d'un autre côté, je sais pas moi, ta relation sentimentale se casse complètement la gueule. Ça peut être des choses comme ça. Parce que l'argent, en vérité, c'est un sceau. Ça sert à sceller un échange. Moi, je donne de mon temps, ma compétence, mon savoir-faire, mon énergie. Et bien sûr, je me mets plus ou moins en danger, il faut le dire quand même, parce que ça dépend des cas, mais ça n'est jamais sans risque. Et donc, l'argent qu'on me donne, ça permet en fait de se donner comme un sceau qui me donne certification pour agir dans la vie de cette personne et pour contrebalancer. Moi, j'ai connu cette charlatan, j'en ai pas honte, j'en ai fait ce choix inconsciemment et j'assume. Effectivement, bon état d'esprit, c'est gratuit, c'est aussi. Et voilà, il faut compenser, exactement. Marco, il y en a, ils prennent l'argent et d'autres choses dont tu n'es même pas. Voilà, la loi de compensation, exactement. Toutes vos réponses sont très justes, hein. Parce que
Je sais que on nous a pas forcément éduqués de cette façon-là, parce qu'on surtout, on nous a appris que l'invisible c'est très vague. Non, l'invisible n'est pas vague. Moi, l'occulte, je peux vous dire, c'est une science. L'occulte ne souffre pas d'interprétation, ne souffre pas il peut y avoir différentes conjectures, mais il y a une base stable, commune et universelle. Qu'on ne croyez pas les gens qui vont vous raconter l'histoire que quand tu arrives à tel niveau, il n'y a plus de loi, etc. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est-à-dire quelqu'un qui me dit ça, déjà, c'est que lui, il est dans une hypnagogie. Il dit, ça, faut même pas l'écouter. Ça veut dire que lui, là, il est pas conscient. Parce que justement, l'occulte est très exigeant. C'est très pragmatique. Tu donnes, tu reçois. Il y a des lois, il y a des principes, il y a des hiérarchies. Tu ne respectes pas, tu es cop. De la même manière que si tu fais l'erreur de te dire que la gravité ne va pas m'attraper. Vas-y, vas-y. Je saute, on va voir. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que quel que soit ton niveau, même si par exemple, tu vas par exemple au sommet de l'Himalaya, ou que tu te retrouves voilà, bah, en plein Paris, la gravité est là, même si elle peut avoir des différences. Alors, moi, une femme m'a fait un soin, elle m'a volé mes énergies féminines. Je l'ai vu. Ah, bah voilà, un exemple tout bête. Je ne connais pas ton nom. Bah écoute, bonsoir à toi. Je parle principalement des attaques en rêve. C'est-à-dire que ça peut être les attaques nocturnes, qu'on te poursuive, qu'on te combatte en rêve, et de manière générale, de l'énergétique et du domaine occulte. Parce qu'effectivement, un point que je n'ai pas soulevé, c'est celui que si on t'attaque en rêve, quand c'est une attaque occulte, si par exemple tu te prends un coup de poing, tu vas sentir ça sur ton corps physique. Et dans le cas où, parce que si tu le sens déjà dans ton corps physique, c'est effectivement que tu t'es pris un coup, logique, dans l'invisible. Mais que si le coup laisse une empreinte physique, parce que j'avais fait une vidéo comme ça, parce que je mettais en avant une formation qui n'a pas très bien marché malheureusement, mais du coup, sur l'interprétation des rêves. Il y avait un gars comme ça qui était mort comme ça. D'accord, je crois en la spirituelle, mais le culte démoniaque et je... Donc, comment ça, le culte démoniaque? Là, tu mélanges plusieurs termes, déjà. Depuis, j'ai plus de libido. Que dalle, ça fait 6 ans, il se passe rien, j'ai pas approché. Ça, c'est pas bon, ça. Toi, il va te falloir certainement ouais, un désenvoûtement, parce que, en fait, ça dépend ce que tu as déjà pu faire, en fait. Mon père mort en vrai m'a donné un rêve, un bout de pain. Hmm. Un bout de pain. Bonsoir à toi, Mylène. Ici, en fait, faut pas manger un rêve. Manger un rêve, c'est que tu prends une énergie. C'est-à-dire que, et surtout quelqu'un qui est mort, qui donne quelque chose, il faut voir quelles ont été les conséquences à prendre dans ta vie, ce que tu as pu expérimenter, c'était quoi ta relation avec ton père, tout ça à prendre en compte. C'est quoi le message là? Tac, 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 tac. Alors, l'occulte signifie quoi? Science cachée. Occulte veut dire caché ou non visible. Occulter quelque chose, c'est littéralement le cacher, d'accord? L'occulte, donc, c'est la science du caché. La science de ce que l'on ne voit pas et des mécanismes qui sous-tendent la réalité. Parce que là où la plupart des êtres humains vont constater que le monde dans lequel on vit est séparé, il y a toi, les objets, etc. L'occultiste sait très bien que ça, c'est une illusion. C'est-à-dire que vous êtes un seul même champ énergétique qui ont différentes expressions par rapport à votre taux vibratoire, et tout ce qui va avec, qui va créer différentes compositions chimiques, électromagnétiques et tout ce qui va. Dans le plan matériel, entre autres. L'occulte, donc, c'est la science de ce qui est caché, de ce qui définit les choses, et beaucoup de choses, beaucoup d'éléments en dedans. Dans l'occulte, il n'y a pas de notion de morale. Ça, c'est important, vous devez comprendre ça. L'occultiste n'est pas immoral. Dans la logique occulte, il est amoral. La nuance est subtile, mais elle est là. Amoral signifie qu'il n'y a pas de morale. Aussi sûrement que la pluie n'a pas de morale. La gravité non plus. C'est une loi, c'est un fait, c'est un phénomène. Et c'est exactement cette approche que l'occultiste a. Je vais faire monter afin que je puisse te... Le live n'est pas forcément sur ce sujet-là, de dire que tu me poses... c'est important ce que vous dites, la preuve, les gens mauvais sont... Oui, c'est ça, Leïla. Sur Terre, les gens malfaisants peuvent être heureux parce que le monde, ce que vous allez appeler Dieu, n'est pas moral. Le divin n'est pas moral, il est équilibre, loi, cohérence. Même si tu es méchant, comment? Quelqu'un qui va appliquer les principes
de l'économie, du marketing, il va devenir avoir de l'argent. L'argent ne va pas regarder que, oh, tel n'est pas gentil. Mais on s'en fout. Non, c'est pas ça qu'il regarde. C'est est-ce qu'il applique les lois? Est-ce qu'il est cohérent vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il est en équilibre? C'est tout. Tu remplis ces conditions. Non, c'est ce qu'on regarde, c'est si tu es un bazar malfaisant, est-ce que c'est ta nature profonde? Oui ou non? Si c'est pas ta nature profonde, tu as des équilibres. Tu n'es pas cohérent avec toi-même, tu ne respectes pas les lois qui t'ont donné naissance, tu vas souffrir. Mais si c'est ta nature profonde, alors là, t'es en équilibre, t'es cohérent et tu respectes ta loi. Donc voilà. C'est la nuance, en fait, à comprendre. L'occulte ne fait pas une classification entre gentil, méchant. L'occulte, c'est, il y a des lois, des principes à respecter, mettre en application, une cohérence adoptée et de l'équilibre. Une fois que tout ça est mis en perspective, les résultats sont obtenus. Les entités dans le culte, personne n'est méchant, personne n'est gentil, il faut juste des mauvais choix, des tentations. Alors, tu es religieux, j'imagine. Parce que tentation, bon, oui, je sais pas après, parce que c'est pas forcément un mot que j'entends souvent, à part dans le cadre religieux. Tu veux dire que l'on attire ce qu'on exactement, on peut apprendre ces lois où le Kybalion donne une base, et beaucoup d'autres livres ésotériques donnent. Mais après, c'est des lois qui deviennent après automatiques quand tu les mets en application, quand tu expérimentes l'occulte. Tu vas attirer ce qui est avec toi, ce qui est en accord avec toi. Faut bien comprendre ça. La loi d'attraction, ce n'est pas que je veux attirer ça, je l'attire. Non, 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 non. Tu peux vouloir quelque chose, mais tu ne vibres pas ça. Tu n'es pas en accord avec ça, donc tu n'attireras pas ça. L'univers ne donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu mérites. Ton diapason. C'est-à-dire que si je prends une voiture, par exemple, je veux conduire et aller je ne sais pas où. Je veux aller, par exemple, je suis à Paris, je veux aller, par exemple, à Marseille. Euh, Ce qui va se passer, c'est que la voiture peut m'amener à Marseille. Elle a si j'ai le carburant, et c'est-à-dire que, bah, merci, hein. C'est-à-dire que la voiture a tout ce qu'il faut pour m'amener à Marseille. Mais qu'est-ce qui va jouer? Si je ne sais pas conduire, par exemple, mais je vais faire un accident, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, le problème n'est pas de la voiture. Le problème vient du fait que je ne suis pas cohérent car je ne remplis pas les conditions pour que la loi me soit favorable. Et donc, il y a un déséquilibre et résultat, je n'obtiens pas ce que je veux. C'est un peu la même chose. Tu ne peux pas obtenir quelque chose si tu ne respectes pas les lois. C'est comme si je veux allumer une flamme. La flamme, elle a besoin de quoi? Combustible pour avoir un support. Comburant pour être alimenté. Et finalement, une étincelle pour la faire démarrer. Si j'ai le combustible et j'ai le comburant, mais je n'ai pas l'étincelle, il n'y a pas de flamme. Si j'ai l'étincelle et le combustible et pas de comburant, la flamme apparaît et s'éteint. Si j'ai le comburant et l'étincelle, mais qu'il n'y a pas de combustible, la flamme ne prend pas. Tout simplement, les lois, la cohérence, l'équilibre. Oui, je suis initié. Donc, ce qui veut dire que tout ça, c'est un peu des principes à intégrer, quoi. On n'a rien, excusez, on n'a rien sans rien. On peut pas avoir les choses juste parce qu'on les veut. Non, non, non. Et aussi, dans l'invisible, il faut bien le comprendre, j'en parle souvent ici, mais les entités, ce que vous appelez entités en tout cas, elles ne sont pas ce que les humains croient. En fait, il faut comprendre une chose. Une entité, c'est une intelligence. C'est une énergie qui opère dans un certain aspect de la réalité, dans un certain plan. Elle se présente à vous via un filtre. Déjà, tu vas la voir. En fait, tu ne peux pas voir une entité directement. Même si tu as des 4 yeux ouverts, ce que tu vas voir en vérité, c'est une projection en correspondance avec ta psyché. Moi, par exemple, c'est-à-dire que quand je vais voir une entité, je vais voir, par exemple, une forme d'un animal, etc., etc. Ça veut dire que, c'est-à-dire que je vais voir, en fait, une représentation de ce que c'est. D'accord? La forme réelle de l'entité ne peut pas être vue. Tu ne vas toujours voir qu'une représentation que ton esprit peut interpréter. Et son interprétation, pour qu'elle soit claire, ne doit pas être basée sur des croyances. Elle doit être basée sur les faits. Le fait est que, par exemple, si je vois un chien, le chien correspond à certaines énergies, certains éléments, et il a une certaine symbolique. Voilà pourquoi il faut connaître les codes et l'hermétisme. Comme ça, tu pourras voir un être et savoir à peu près à quoi tu as affaire. Parce que sinon, ce n'est pas cohérent et tu vas donc manquer de précision. Comment on devient initié? On peut l'être et avoir un mentor ou une mentor.
Alors, tu peux être initié. Il y a environ 3 méthodes d'initiation. L'initiation qui se fait par transmission. Dans le sens où, transmission directe. Autrement dit, tu vas par exemple naître dans une famille qui a par exemple qui a déjà des gens qui sont pratiquants et on va te former en te donnant les éléments, en te formant. Donc c'est une initiation directe. Ça arrive dans ça, c'est le plus courant en général. Ensuite, il y a un deuxième type d'initiation. Initiation indirecte, c'est-à-dire que tu vas recevoir des éléments qui vont venir de ton sang. C'est-à-dire que tu avais des ancêtres qui pratiquaient, c'est-à-dire qu'il y a des codes en toi, ou ça peut être même que tes parents, grands-parents ou autres ont fait que ces codes qui sont dans leur sang ont été renforcés chez toi, et là, tu vas être en gros, on dit, initié dès le ventre, quoi. Tu vas pouvoir faire des choses comme ça. Mais le problème avec ce genre d'initiation, c'est quoi? Ça veut dire que l'individu a des compétences naturelles innées, mais pas forcément le cadre et la structure pour que ça se passe bien. Ça, c'est un cas. C'est pour ça que eux, ce genre-là, ils ont vraiment une avance et des prédispositions, une puissance. Mais on doit vite les cadrer. Sinon, ça va devenir des dangers pour la société. Ou, ça peut aussi donner des gens qui ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Et qui vont soit mettre de côté leurs dons, ou ils vont soit vriller complètement et finir en HP. Ensuite, nous avons la troisième petite initiation où, que ce soit quelqu'un qui reçoit l'initiation de manière directe ou de manière indirecte, c'est une personne qui va recevoir l'enseignement dans la nature directement. Moi, c'est mon cas. Moi, je fais partie de tout. J'ai des prédispositions, donc on va dire initiation indirecte. Bonsoir à toi, Oversea Elton. Et aussi, moi, j'ai été formé par la nature. C'est-à-dire que, on va dire que l'initiation, ça se base toujours sur la nature, oui. Mais il y a une nuance. Moi, mon enseignement, je l'ai eu en pratiquant et en comprenant que la nature me répond. Il y a des forces dedans. Et je peux interagir avec elle. Et c'est comme ça que moi j'ai eu mon parcours. Ça n'empêche pas que viendra le moment où j'irai me former chez un ancien, quelqu'un de plus expérimenté que moi, pour approfondir ma maîtrise. Mais j'ai déjà une base structurelle qui me permet de fonctionner. Donc c'est un peu ça, être d'utilisation. Toi, Nora, excuse-moi, vu qu'on parle en privé, moi je pourrais te dire que tu fais partie certainement de la deuxième catégorie. On ne t'a pas eu de transmission directe, mais tu as des prédispositions. Mais tu n'as pas forcément eu l'impulsion ou l'opportunité d'aller être approché par les forces naturelles pour qu'on te guide. Donc c'est un peu ça, tu as des prédispositions, ce qui explique également ta situation. Ah, il fait un peu sombre là. Voilà, c'est l'avantage d'avoir un nouveau téléphone. Donc, avant, la qualité aurait été vraiment bizarre ici. Bonsoir entre de la nuit. Donc, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présents dans ce live. Merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent le live, qui le commentent, s'abonnent, le republient et font des cadeaux. On atteint les 20K bientôt. Naturellement, je vous remercie d'aimer. Si vous avez des questions, je réponds. Le sujet de base ce soir, c'est globalement les attaques dans les rêves. Et je réponds à tout ce qui va concerner l'occulte et ce qui va avec. Donc, bon, là, jusqu'à maintenant, je vous ai un peu expliqué les différentes initiations, les entités, la logique de l'occulte et tout ce qui va avec. Aussi, un point clé de la pratique occulte, c'est l'occultiste n'a pas besoin de croire. Moi, je ne crois pas aux entités. Hein. Je ne crois pas en ce que je fais. Je sais. Quand tu as su que tu avais des présomptions, disons que étant très jeune, déjà, je me faisais poursuivre dans les rêves. Où, littéralement, je me faisais emmener en forêt par un grand serpent. C'était en fait, j'ai découvert plus tard. Moi, j'étais petit, j'étais un enfant. C'est-à-dire que ceux qui sont au Cameroun, notamment Elton, le cobra, nous, on a une espèce de cobra des forêts, là. C'est un cobra noir à face blanche. Moi, c'est ça que je voyais, un énorme cobra. Il m'a emmené en forêt, on faisait des aventures. Moi, je savais pas étant petit. Moi, c'était mon ami. Mais après, en grandissant, j'ai compris que c'était mon totem. Bien sûr, j'en ai parlé à mes proches. Étant petit, qu'est-ce que tu entends par posséder?
Étant petit, franchement, je n'avais pas tous les codes que j'ai maintenant. J'avais pas du tout les. Par exemple, si j'avais un enfant comme ça à encadrer, je saurais comment faire. Je saurais parfaitement. Bonsoir toi, cool. Coucou, princesse, moi ça va et toi? Moi, je saurais parfaitement comment effectivement accompagner un enfant comme ça, lui dire, analyser sa situation, expliquer son cas. Bonsoir à toi, effectivement, cool. Comment reconnaître son totem? Bon, ça, je pars sans en parler aujourd'hui. Je dis que il y a le totem, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations qui se font déjà. Le totem se manifeste souvent dans les rêves, souvent de plein de. Moi, je sais que j'ai des prédispositions, mais je sais pas l'expliquer. Oui, c'est normal. C'est-à-dire que la plupart des gens peuvent avoir qui ont des prédispositions ne savent pas comment expliquer. Tu fais aucun rêve. Des fois, ça ne se manifeste pas par les rêves, tu sais. Il y a les rêves, il y a les visions, il y a d'autres aptitudes. Donc bon, l'islam, les serpents sont un signe de sorcellerie, ainsi que les yeux, les araignées, etc. Mais l'islam est un cadre de référence qui n'est valable que pour ceux qui y croient. D'accord? L'islam, comme toute religion, est une croyance. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas un savoir. Ceux qui y croient vivent ce cadre. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toi, Trap. Les intuitions, c'est déjà un signe. Donc, faut bien comprendre que fondamentalement, tu es quoi, toi? Moi, tous mes rêves se réalisent très vite ou à long terme. Ça, c'est-à-dire que tu as des capacités de voyance, c'est tout. Parce que le rêve, c'est simplement, en fait, le plan spirituel qui te montre déjà ce qui va arriver. Ou si tu vas en astral, c'est l'astral. Parce qu'on passe dans l'astral, hein, mais c'est une catégorie de rêves qui sont... Moi, personnellement, c'est-à-dire quand tu dis que je suis quoi? Faut bien me préciser. Le fait est que, en tant qu'occultiste, intuition qui me fait faire des crises d'angoisse. Comment ça? Quoi? C'est-à-dire que tu pressens des choses qui te font avoir peur, etc. Il y a un savant onirique qui a édité un livre de signification des rêves, plutôt parlant comme... Oui, bien sûr. Attention, je précise une chose. Les cadres que les gens emploient, notamment les religions, c'est un cadre global. Euh, c'est un cadre global qui correspond à une certaine croyance, à un certain paradigme. Certaines civilisations qui ont adopté, enfin, ça dépend en fait du cadre de référence. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des éléments pertinents, je ne nie pas. Comme je vous ai cité une phrase de la Bible, ce n'est pas parce que je suis croyant, c'est parce que il y a dans ces livres-là, c'est des initiés qui ont créé qui ont été à la base de ces mouvements. Faut pas oublier que dans chacun de ces livres, les prophètes là, ils vont souvent méditer seuls, loin. Ils vont dans le désert, dans des grottes. Qui fait ça à part des initiés? Ça, c'est des choses que les Nganga, les gens, on sait très bien, ils vont aller se retirer pour élever leur fréquence, etc., et capter d'autres forces, d'autres messages. Donc c'est normal que le message soit de base destiné à être compris par ceux qui savent. Les profanes vont lire de manière assez prosaïque. Ils ne vont pas forcément pouvoir avoir le sens profond. Il n'est pas religieux, mais un musulman qui a sûrement avait un... Ah oui, bien sûr, attention. Bah oui, dans les religions, là, on trouve beaucoup de personnes qui restent dedans parce que c'est réconfortant, c'est un cas, mais bon. Euh, oui, il y a des similitudes et c'est des initiés dans les grottes. C'est pour ça que j'ai capté que c'était pas logique. Oui, mais attends, peut-être que ce que tu es, je suis pas religieux parce que si j'étais religieux, je croirais. Moi, je ne crois pas. Moi, personnellement, si tu me poses la question, quoi, je ne crois en rien, personnellement. Parce que croire ne va pas m'être utile. Moi, je sais, c'est chose différente. Et rêver, cueillir des pommes rouges, c'est beaucoup de pommiers. Alors, la pomme, c'est synonyme de désir, mais c'est aussi synonyme, effectivement, ça peut donner du tabou, ça peut être synonyme merci du cadeau, bus, en fait, cueillir des pommes, ça peut être un synonyme d'abondance, comme ça peut être synonyme de découvrir des vérités, de capter des informations qui vont se révéler en profondeur. Comment ça, c'est pas la connaissance? Ça peut être la connaissance, oui, bien sûr. Quand je dis que c'est des informations, ça peut être la connaissance de manière générale ou des choses par rapport à ton passé, par rapport à ton vécu, par rapport à beaucoup de choses. Parce que fondamentalement, il faut comprendre que le cadre de référence pour quelqu'un qui est dans l'occultisme, ce n'est pas je crois, c'est je sais. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de croire aux divinités, aux entités que j'invoque, je ne crois pas en elles. Je les considère. Attention, je les respecte. Je sais qu'elles ont des capacités, une valeur. Mais je ne crois pas en elles. Je n'ai pas besoin de croire. Est-ce que j'ai besoin de croire en une voiture pour qu'elle roule? Non. Non, pas du tout. Elle fera rouler parce que il y a une connaissance derrière qui permet à ce qu'elle roule. En projection astrale, j'ai déjà rencontré un très grand crocodile.
Le crocodile, c'est le seigneur de l'eau. Et aussi, c'est le point de passage entre la terre et l'eau. Ça peut être un point de passage pour d'autres plans, comme ça peut représenter un gardien. Après, ça dépend. Ou ça peut aussi être quelqu'un qui essaie de te bouffer dans l'invisible. Comment des êtres humains, comme des êtres humains, tu vis en bon terme. Voilà, c'est ça qu'il... Exactement. D'après toi, c'était un gardien? Ouais, bah, c'est les deux, hein. Un gardien d'une entité. Après, le problème, c'est que vous pensez que entité rime avec mauvais. Non, ce n'est pas ça. Il y a une catégorie d'entités. C'est là où certains vont pas aimer ce que je vais dire, parce que l'occulte ne s'improvise pas. Quand moi j'entends des fois des religieux ou encore les spiritualistes parler, dire que oui, le monde invisible, ah, moi je les regarde et que vous êtes beaucoup dans la croyance, hein, vous êtes beaucoup dans des approximations. Parce que, alors que c'est trop vague, le monde invisible. Il y a des strates, il y a des niveaux, il y a des hiérarchies. Et chacun a sa fonction, chacun a son rôle, chacun a son degré de fréquence. Et moi, je veux juste te dire que pour beaucoup, là, ils ne savent juste pas. Faut assumer. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Ce n'est pas une honte. Ça, on apprend tous. Mais de là à nous raconter comme quoi c'est le plan invisible, ah, faut nous laisser, pardon. Faut nous excuser. Je dis non, 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 non. Parce que beaucoup, on les connaît ici. Ils vont nous raconter comme quoi le plan invisible. Non, non, non. C'est que tu n'as jamais même fait une projection astrale. Tu n'as jamais fait une voyance. Tu n'as jamais pu te projeter ta conscience dans les autres plans. Et forcément, tu ne connais pas et tu nous racontes du baratin. J'ai rêvé d'un nombre rêve et il s'avère que ce nombre c'était mon classement à un concours. Bah écoute, des fois effectivement, les rêves peuvent donner ce genre d'informations via des chiffres et autres. Mon fils a vu un serpent avec un crocodile, c'est chaud ou pas? Alors, ça dépend comment ça s'est passé. Moi, je vais pas te mentir, c'est que crocodile, ça peut être synonyme justement d'un danger qui n'est pas révélé et qui s'apprête à frapper, d'accord? Le serpent, c'est quelque chose qui est discret, mais qui peut également, en fait, c'est synonyme d'un danger qui n'est pas, qui est important, mais qui n'est pas immédiat à détecter. C'est quelque chose que tu ne vois pas forcément, mais qui est là. Donc, si c'est dans le cas d'une attaque, c'est chaud. Dans le cas d'une attaque, ça veut dire que l'enfant là, après, il faudrait que tu connaisses le déroulé du rêve pour vraiment te donner une interprétation précise. Oui, oui, il voit, je sais. En fait, tu sais, ça, c'est mieux vu qu'on communique déjà en privé par rapport au travail qui est en cours là. Tu peux directement me faire un voice ou m'écrire. Je te répondrai quand je pourrai sur ça. Ce sera plus simple. Ce soir là, je me souviens encore une fois traverser le dôme géant, que le ciel c'est un océan. En soi, oui, le ciel c'est un océan, hein. Même la Terre, si tu peux la voir, c'est comme un océan, si tu regardes bien. J'ai commencé à nager ensuite, par la suite, dans l'espace. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs niveaux dans le rêve. Oui aussi. Ok, ça marche, j'avais oublié, c'est pour ça il parlait de crocodile. Ouais, 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 je comprends, je comprends. En fait, c'est-à-dire que, encore une fois, je vous rappelle, hein, que dans le cas des rêves ou autres, l'interprétation demande précision. Ça demande de connaître de connaître quelle était la... Par exemple, moi, je vais vous poser des questions très précises. À quoi ça, il y avait quoi? Combien de personnes? Quel animal? Quel comportement? Quelle couleur de l'animal? Tout ça, ça va me donner les informations dont j'ai besoin pour te donner une interprétation. Après, je vais poser des questions par rapport à votre famille, poser des questions par rapport à, ouais, beaucoup de choses. Par rapport à l'hermétisme, il y a le livre des symboles. Par exemple, le crocodile, j'ai vu à côté de Saturne. Après, je sais pas si c'est... En fait, c'est normal, le crocodile est lié à Saturne. Dans la mythologie de Kemet, dans la tradition kémétique de l'ancienne Égypte, c'est-à-dire donc de l'Égypte noire simplement, Sobek ou Sabak, donc le dieu crocodile, c'est celui qui fait émerger la terre émerger des profondeurs du Noun. Il incarne le cycle naturel de création et de destruction. Il émerge de l'eau et donc le tertre primordial, le Ben sort, donc en gros c'est l'apparition de l'existence, il replonge dans l'eau, donc c'est le retour à l'inexistence. Et c'est normal donc que tu le vois à côté de Saturne, vu que tu étais dans un voyage certainement astral. C'est-à-dire que Saturne, étant donné que c'est le principe du temps, du cycle et de la structure, le crocodile est un de ses symboles. La sorcellerie, ok. En tout cas, voilà, voilà. Ça va bientôt faire 1h30. Allez, encore 10 minutes. Parce que je vais pas non plus trop durer là. Parce que il va aussi être. Il y a des heures auxquelles on ne passe pas en live de préférence. Ou qu'on ne sort pas. Donc, je remercie encore une fois. Merci à tout le monde. On a dépassé les 20K. Merci à toutes les personnes qui aiment, qui ont aimé, qui partagent, qui republient, qui s'abonnent, qui font des cadeaux, qui tout simplement commentent. Naturellement, si vous voulez partager des choses,
Je pourrais faire monter, bon, à la limite, non, ça va être un peu tard pour faire monter une personne. Mais bon, à l'avenir, vous savez que vous pouvez monter dans mon live en présent, forcément, qu'est-ce que vous voulez savoir. Je pense que le crocodile protège pendant les voyages. Le crocodile, ça peut être un gardien de seuil, ça peut être un gardien de secteur, et effectivement, il peut protéger si tu fais un voyage, oui. Aussi, sûrement que ça peut être un obstacle. Ça peut être un adversaire, ça dépend. Parce que il faut aussi comprendre que tu ne peux pas catégoriser que tel être est mauvais ou bienfaisant. Non, non, non. Il y a des gardiens de seuil, oui. Il y a des gardiens de secteur dans les rêves. Le rituel à faire pour bien dormir. Pour bien dormir, avant de dormir, tu dois prier, mais prier pas comme les religieux. C'est-à-dire que tu, déjà, tu remercies les entités avec qui tu marches, par exemple. Ces entités-là, elles sont tout simplement, comment dire, elles vont être là comme des ancêtres. Tu peux remercier tes ancêtres, tu peux leur remercier que grâce à vous, ça va bien, je remercie pour cette journée, protégez-moi pendant cette nuit, ce genre de choses. Tu fais une libation, ou chose que tu peux faire avant de dormir, bah effectivement, tu peux mettre du clou de girofle sous l'oreiller, tu, il y a aussi une technique toute simple, tu prends un oignon rouge, tu le coupes en quatre, et chaque morceau, tu le mets aux quatre pieds du lit. C'est très efficace pour repousser les mauvais sorciers, les oignons rouges. Ça fait partie de ce genre de choses. Bah après, il y a beaucoup de techniques qu'on peut faire avant d'aller dormir pour être bien. Des fois, prendre des bains au sel, c'est plutôt utile aussi, avant d'aller dormir. Moi, je mets citron, ail sous mon oreiller et même l'oreiller. Ah bah c'est plutôt une bonne idée. Je dors avec du lapis lazuli, j'ai l'impression de mieux dormir et les rêves aussi sont plus intenses. C'est normal, le lapis lazuli favorise la perception subtile et la communication avec les autres plans. Ainsi que c'est une bonne pierre de protection qui était très prisée par les pharaons. Et pas que dans la civilisation de Kemet. Donc c'est une bonne pierre. Après il y a des pierres comme la tourmaline qui protègent bien, il y a des encens, il y a certains mantras que vous pouvez faire, certaines fréquences que vous pouvez mettre actives durant la nuit, de 432 Hz, des trucs en rapport avec la nature sont toujours très favorables. L'hysope, effectivement c'est ça. L'hysope est très efficace. Moi aussi cette pierre me connecte. Le... Donc oui, comprenez bien qu'il y a mille et une techniques pour pouvoir dormir tranquille et en paix, quoi. C'est après à vous de voir ce qui vous correspond au mieux. Parce que ça aussi, c'est à vous de voir ce qui est dans vos moyens, ce qui vous correspond au mieux, etc. Là, il reste 8 minutes. 21h21, il reste 8 minutes avant la fin du live. Moi, je remercie forcément toutes les personnes qui ont participé. Merci, belle étoile pour les cadeaux. Toutes les personnes qui ont participé au live en aimant, partageant, republiant, vous abonnant, en faisant des cadeaux, etc., etc. Je rappelle effectivement que merci pour les cadeaux. Vous avez mon lien en description pour avoir accès à tous mes réseaux. Merci Say, que ce soit mon YouTube, mon Instagram, mon Telegram, mon WhatsApp. Non, pas mon WhatsApp, parce que non, excusez-moi. Mon Facebook et mon LinkedIn. Donc, si vous voulez aller me donner de la force, sur mes réseaux, merci pour les cadeaux encore une fois. Si vous voulez, en gros, me donner de la force sur mes différents réseaux, allez aimer les vidéos, les publications, les partager, les enregistrer, vous abonner, notamment mon Facebook, ça serait assez sympa. Pareillement, vous pouvez faire ça sur mon TikTok, j'ai des vidéos à dédier. Et vous pouvez, via le lien que j'ai mis en description, vous pouvez aussi bien, tout simplement, on va dire, prendre rendez-vous pour une consultation, acheter mon livre, et bien sûr, mes DM restent ouverts si vous avez besoin de mes services. Dans tous les cas, par contre, je tiens à préciser effectivement que normalement, moi, je bosse pas le week-end. Là, c'est exceptionnel parce que j'ai pas pu être actif la semaine. Donc, je bosse pas le samedi, le dimanche, ni le lundi. Donc, mais vous pouvez m'envoyer un message, je répondrai quand je pourrai. C'est à partir de mardi, 10h, que mon travail reprend. Franchement, c'est toujours un contenu de qualité à chaque fois. Au plaisir, content d'entendre. Qu'est-ce qui est surprenant, Bicool? Je sais pas moi, mes heures de travail. C'est l'avantage d'être à son compte, ça. Parce que moi, j'avoue que je fonctionne mieux en étant, en général, les gens partagent pas. Ouais. Ah bah écoute, effectivement, content d'entendre, Bicool. En fait, les gens ne partagent pas en général.
Ouais, je comprends, Leïla. C'est-à-dire que les gens ne partagent pas le savoir parce que soit ils ont une question d'ego et se dire que ouais, si je partage aux autres, comment dire, ils vont plus venir prendre mes services, ou il y a des gens qui gardent, en fait, ils se sentent supérieurs par le fait qu'ils ont des connaissances que les autres n'ont pas. Bah écoute, au plaisir, hein, Belle Étoile. Je m'arrange pour répondre à autant de personnes que possible, pour donner des informations, parce que je sais très bien en fait que chaque personne mérite. Moi après c'est ma conviction profonde, hein. Pour moi, chaque personne mérite de connaître qui elle est, le monde dans lequel elle vit, de devenir autonome et de ne pas souffrir dans la compréhension. Parce que je sais très bien que ce n'est pas une thématique traitée par nos instances gouvernantes. Ce qui veut dire que bah je fais partie de ceux qui jouent ce rôle à mon échelle. Exactement. Et bah écoute, c'est très gentil. Ah, effectivement, comme Leïla, faites-moi de la pub, parlez de moi autour de vous, montrez des vidéos. Certains que vous devez forcément connaître des gens qui ont besoin de mes services. Donc voilà quoi. Moi, franchement, je suis toujours disposé à aider, toujours disposé à conseiller, etc. Et à travailler avec les gens de façon à ce que simplement, moi, ça me fait plaisir en fait. Merci tout le monde. Faites-moi beaucoup de pub. Attends, franchement, si vous avez des problèmes dans ce domaine, c'est le meilleur avec sa merveilleuse femme. Ah oui, très efficace elle aussi. Ah ah, c'est gratuit et désintéressé car c'est testé. Merci Leïla. C'est vrai qu'effectivement, bah, bien sûr, je propose mes connaissances, notamment via les lives, via les vidéos, les publications sur mes différents réseaux. D'ailleurs, tous les lives, ils sont en republication, enfin, ils sont en rediffusion sur YouTube, hein. Vous avez mon lien en description pour y accéder. Mais également, de toute façon, je propose aussi tout simplement des services parce que effectivement, je veux. En fait, comment ça peut. En fait, franchement, moi, dans l'absolu, hein, si je pouvais ne pas faire forcément payer mes services, que je pouvais tout simplement vivre de ça, enfin vivre sans forcément avoir le loyer à payer, tout ce qu'il y allait avoir avec, j'allais pas forcément faire payer, j'allais demander des compensations symboliques comme à l'époque. On est dans un monde qui est devenu capitaliste, donc je m'adapte, j'ai pas le choix. C'est tout. Mais bon, franchement, écoutez, moi, ça me fait plaisir. Bah, j'aide autrui, les autres m'aident en retour. Chacun s'aide, chacun vous gagnez en connaissance, vous réglez vos situations se règlent, et moi, forcément, j'évolue, personnellement, spirituellement, professionnellement et financièrement parlant, bien évidemment. Bah, moi, c'est ma passion. J'avoue que de tout ce que j'ai dans la vie, c'est vraiment ce qui me passionne, qui pour moi donne un sens un peu à l'existence. Parce que, je sais pas pour les gens, mais si tu retires l'aspect occulte de la vie ici, il n'y avait pas tout ça, mais pour moi, est-ce que ça vaudrait encore le coup de vivre? Franchement, ça serait, bonsoir, d'où vient la dépression selon ton avis? Alors, bonsoir à toi, Médig. La dépression, ça vient principalement, soit il y a une cause qui est profondément, on va dire, personnelle. Ça peut venir d'une rupture amoureuse, d'une situation difficile, etc. Ça, effectivement, ça peut créer une dépression. Premier cas. Deuxième cas, ça peut venir aussi ouais, certains, on va dire, de troubles neurologiques, de, je ne sais, par exemple, de quelque chose, on va dire, qui se transmet, tu vois, de manière génétique, transgénérationnelle. Ça peut aussi arriver. Et également, ça peut être un signe, effectivement, ça peut être un signe, effectivement, que, bah, comment dire ça? En fait, la dépression peut être un leurre, en fait. C'est-à-dire qu'on peut t'attaquer énergétiquement et, tout simplement, tu te commences à, en fait, ton affaiblissement énergétique se manifeste par la dépression. Ça, c'est possible. Ma fille dit que vous ressemblez à Jésus. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on me compare à Jésus, d'ailleurs. Je sais pas, peut-être la barbe, je sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'on pense que je suis Jésus? Moi, j'ai jamais prétendu, parce que vous allez dire ça, les religieux vont commencer à arriver, ça va commencer à maudire ici. Du que, du- que ouais, bah, j'en ai des religieux ici, ça dit que ouais, que Dieu te maudisse. Et qui est? Mais je n'ai rien fait, mon frère. Ah bah écoute, franchement, des- ils vont dire Starfall là, les chrétiens ils vont dire ouais au bûcher, amener le sorcier.
Ah, mais franchement, au 15e siècle, j'aurais été dans des problèmes, hein. On m'aurait attrapé, on dit, monsieur, vous faites quoi là? On dit, oh là, on va dire que oui, il faut le brûler, c'est un hérétique. Alors que dans ma vision, ce sont eux les hérétiques. C'est un jeu de dupes. Ah, Jésus sera incarné, je sais pas, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai juste vu que j'ai une capacité. Et naturellement, bah, j'en fais profiter les gens dans la mesure du possible. Donc, ouais. Après, ouais, comme compare à Jésus, intéressant. Ça dit beaucoup de choses parce que Jésus, au-delà d'être un égrégore lié aux religions, c'est quand même devenu dans l'inconscient collectif un avatar et un archétype. Donc, en soi, ça dit beaucoup de choses sur ce que je dégage. Ça veut dire que, bah, en soi, mon niveau de vibration est cohérent et il inspire. Donc forcément, c'est une bonne chose par rapport à mon évolution. Je prends pas forcément parce que les gens vont prendre ça avec ego souvent. Ils vont dire ouais, je suis tel. Non, moi je me dis surtout en fait que c'est une information intéressante. Après j'ai une approche très, comme vous le voyez, qui est assez bonne soirée à toi Leïla et bonne découverte à toi. Moi je suis quelqu'un qui pratique de manière assez pragmatique. Je ne crois pas en l'idée de Dieu personnellement. Non. Je sais qu'il y a une force, je sais qu'il y a une conscience, un principe qui donne toute la vie à toute chose, qui lie toute chose et qui permet toute chose. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'idée d'un Dieu humanoïde dans le ciel, non. Non, je suis désolé, là, ça sera sans moi, ça. C'est-à-dire que vous êtes libre d'y croire, hein, mais je suis pas dedans, pardon. Ça, c'est quelque chose auquel je n'adhère pas. C'est ceux qui y croient, est-ce que c'est-à-dire que ce soit ça les concerne, hein, mais moi, c'est une vision auquel j'ai du mal. Je peux comprendre pourquoi certains êtres humains croient en ça, mais je peux pas y adhérer, c'est pas possible. Moi, je l'appelle ouais, effectivement, l'éternologie, moi, je l'appelle personnellement l'unique est nommé. Comme dans la plupart des traditions bantou, on l'appelle Amon, l'Odumare, qu'on appelle ça Eyo, Loba. Toujours, ça signifie l'inconnaissable, le caché, l'invisible, celui qu'on ne peut ni voir ni entendre toucher, mais qui est pourtant partout. C'est de la logique en plus, c'est pas un bonhomme. Bah oui, bah non. C'est ça le truc. Moi, bon, c'est que dans le christianisme l'idée de Dieu humanoïde. C'est pas que dans l'idée en fait, l'idée de Dieu humanoïde n'apparaît pas que dans le christianisme, ça apparaît également dans l'islam. Parce qu'on parle d'un Dieu qui interagit avec les humains. On parle d'un Dieu qui s'énerve. On parle de... Tu peux l'appeler le Tout-Puissant, oui. Voilà, parce que fondamentalement, c'est-à-dire que... Comment on appelle ça? Le problème qui se pose, c'est que les gens, ils anthropomorphisent Dieu, pas forcément que dans l'apparence, mais dans des comportements. Un Dieu qui serait en colère, qui châtierait les humains, etc., ça n'a pas de sens. Quand on parle d'un Dieu qui est tout créé, hein, je précise. Dans ce cas-là, précis, ce n'est pas logique. Parce que déjà, ça voudrait dire que dans tout le cosmos, avec toutes les galaxies, toutes les planètes, tout ce que tu veux, toutes les dimensions, les univers, etc., il, il va se concentrer que sur l'humanité de la Terre. Regardez que tel il a couché avec il n'a pas que ça à faire, pardon. Parce que ça, c'est limite c'est même assez insultant envers du principe divin, en fait, quand tu regardes bien. C'est pas que le divin n'a pas d'émotion, c'est que le divin est un principe, c'est une force. L'émotion, c'est notre dimension. En fait, surtout que l'émotion, c'est un ressenti, c'est une fréquence. C'est-à-dire que, techniquement, si je prends je peux prendre comment on appelle ça? Je fais circuler un courant électrique, d'accord? Entre deux fils, d'accord? L'émotion, à l'échelle par exemple, de deux fils de cuivre, serait justement la fréquence vibrato qui fait vibrer les deux extrémités, d'accord? Ça serait, parce que l'émotion, c'est le ressenti, c'est la perception. Tout être a un certain ressenti. Il détecte les choses, il interagit avec son environnement et avec lui-même. Chez nous, ça se manifeste par des états émotionnels. Il y a un cycle. Il y a un cycle, mais il n'est pas automatique. Parce que le cycle est exigeant. C'est comme un traitement. C'est-à-dire dans le sens où l'information, c'est-à-dire que l'âme incarnée, c'est une information qui s'est matérialisée, qui s'est cristallisée en passant par des strates, par différents plans avant de venir ici. Et quand tu quittes ce plan, de ce monde-ci, tu refais le chemin inverse. Mais l'inconvénient est que il y a des étapes, quoi. Et chacune des étapes nécessite d'avoir un certain nombre de compétences pour pouvoir monter. C'est pas automatique. Par exemple,
un être humain qui toute sa vie, voilà, on va dire un truc tout bête. Imaginons il vit sa vie tranquille, il se pose pas plus de questions que ça, il met trop, pas forcément mettre trop boulot dodo, mais vous voyez, genre tranquille. Et imaginons il était passionné par les jeux vidéo, voilà. Bah, quand il va trépasser, s'il n'a pas atteint un certain niveau dans sa vie, un certain niveau de conscience, il va pas réaliser qu'il n'est plus de ce monde. Et il va aller, en fait, il va aller tout simplement dans un égrégore. L'égrégore des jeux vidéo va le capter parce que quand tu meurs, tu vas pas directement dans l'au-delà. Tu passes par le plan spirituel. C'est une longue traversée. Il faut pas se faire attraper ni par les égrégores ni par les influences qui y sont. Donc la personne qui va se faire attraper par l'égrégore et il va vivre dans cet égrégore qui n'est pas l'au-delà, mais qui va lui donner l'illusion d'y être. Et ça va tout simplement, l'égrégore va se nourrir du corps éthérique de cette personne. Par exemple, lui, c'est comme si il va rêver, en fait. Comme s'il va rêver qu'il joue, il a toutes des nouvelles consoles, il joue à des jeux, des suites de jeux, tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que lui, il est dans une illusion, mais une illusion agréable. Donc, ce sera difficile de le faire sortir de là. Et tout simplement, son énergie, elle va être progressivement assimilée par l'égrégore. Sachant que la durée de vie, je me base sur de l'expérience. C'est-à-dire que moi, je ne te parle pas d'écrit, je te parle de ce que j'ai pu constater et pas qu'une fois en allant dans l'invisible. Que ce soit en échangeant directement avec des fantômes. Ouais, effectivement. Bonsoir, Dos Santos. Tu vois, il y a littéralement des êtres désincarnés ou avec des entités. Et même en guidant parce que j'ai déjà eu l'occasion de guider des gens qui étaient morts vers d'autres secteurs. Ça m'est arrivé. Donc je ne parle pas vrai, je ne parle pas en l'air, je ne parle pas en théorie. Hein. Je parle avec un constat. Après, je ne vais pas te dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans chacune des étapes. Non, non, non. Je pourrais te dire un peu le mécanisme, mais ce que la personne va y voir, ça la regarde. Parce que ça aussi, ça réagit à ce que tu es. Donc ça te montre les choses que tu vas pouvoir interpréter. Donc ouais, la durée de vie d'un être humain sans son corps physique et le corps éthérique, ça va vraiment être environ ça peut être de 1000 ans. Donc quand il est dans un égrégore, il va se faire ponctionner, il va finir par disparaître. Donc c'est ce qu'on appellera la deuxième mort, ce que les Égyptiens craignaient beaucoup plus que la mort physique. Et bon, voilà quoi. Ce sera pas si dramatique que ça, parce que les données de l'être ne sont pas perdues, elles sont réintégrées dans le circuit global. Et au bout de plusieurs millions d'années, il reviendra au cycle de réincarnation, tout simplement. Bonne soirée Marco et merci pour le live, c'est sympa de faire une session. Ouais, en tout cas, bah écoute, bonne soirée Bicool. L'heure, il est 1h37, voilà, c'est bon. 1h37 de live. Donc, merci à toutes les personnes d'avoir partagé, merci Santia, merci les personnes d'avoir republié, de vous être abonnés, d'avoir fait des cadeaux, d'avoir commenté le respect et la bonne humeur, et merci également d'avoir aimé le live. Donc moi je vais couper le live, je vais vous souhaiter de passer un bon week-end. On se reverra mardi pour un autre live. Dans ce live là, on va encore parler d'une thématique assez pour donner des clés et autres. Qu'est-ce que je pourrais aborder comme sujet? Parce que là on a parlé un peu des attaques dans les rêves. Je vais voir de quoi on parlera, mais en fait je vais m'arranger à ce que ça soit du pratico-pratique. Pour que les gens aient vraiment la notion de ça, quoi. Bref, en tout cas, ceux qui ont besoin, vous pouvez me contacter directement en privé, réserver une consultation via le lien. Les niveaux dans les rêves, par exemple, ouais, à voir. C'est une idée, du coup. Je vais juste réfléchir un peu. Attendez, ça va bientôt faire bon, allez, encore 2 minutes. Ça fera 1h40. Sans après, je vais devoir télécharger les lives et les mettre sur YouTube. En tout cas, franchement, moi j'ai prévu à partir de maintenant de faire surtout des lives très orientés, quoi. Rêve ou voyage astral, c'est pas exactement pareil, mais ça peut se ressembler. Mais il y a une distinction, bien sûr. Surtout dans l'expérimentation que vous allez en faire. Pour simplifier, si on parle de rêve classique, c'est-à-dire que la conscience est dans le plan spirituel. Si on parle de projection astrale, c'est encore autre chose. La manifestation n'est pas la même. De toute façon,
L'astral est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair, aéré, coloré que le plan spirituel et le plan médian. Donc, résultat, bah, c'est plus ou moins pareil, rêver la nuit et le jour, mais c'est pas vraiment les mêmes fréquences. Comment faire, moi, je ne rêve. Ah, étrange, ça. Je ne rêve pratiquement jamais. Mhm. Bref, en tout cas, on pourra voir ça, dans tous les cas. Bah écoute, au plaisir, hein. Je me dis que forcément, il faut bien que quelqu'un le fasse, hein. Je pourrais très bien garder mes connaissances et vivre avec, regarder les gens galérer. Ça serait possible, mais ça serait pas sympa. Bref, en tout cas, moi je vous dis au revoir, passez une très bonne soirée, un très bon week-end, et on se revoit. Voilà. Je suis seul? Comment ça, be cool? Je suis seul. Ah, je suis pas seul. J'ai ma compagne. Et bien sûr, toutes les personnes qui me font confiance, qui me contactent, entre autres. Bref, en tout cas, bonne soirée. On va se laisser là-dessus.